Tu es en train d'être arrêté pour usurpation d'identité militaire et vol de biens gouvernementaux. Grogna mon propre frère en plaquant mon visage contre le sol froid en marbre de la salle à manger de notre grand-mère. Son genou enfoncé dans ma colonne vertébrale pendant que toute notre famille élargie nous regardait, figée d'horreur. Les menottes me serrèrent les poignets pendant qu'il tirait mes bras vers l'arrière. Sa voix dégoulinant du même mépris qu'il avait toujours montré depuis qu'on était enfant. J'ai toujours su que tu étais une imposture, Aria. À te déguiser avec des uniformes achetés sur Internet, en montant sur une fausse carrière militaire. Juste pour te sentir importante. Avant de continuer, dis-nous depuis où tu nous regardes. Et si cette histoire te touche, n'oublie pas de t'abonner. Parce que demain, j'ai préparé quelque chose d'encore plus spécial pour toi. Le silence dans cette pièce était assourdissant. 23 membres de la famille, tantes, oncles, cousins. Notre vieille grand-mère dans son fauteuil roulant tous me regardait. Comme si j'étais une criminelle, traînée loin de sa table de dîner dominicale. Mon frère Derek, dans son impeccable uniforme de sergent de police, se tenait au-dessus de moi avec cette arrogance satisfaite qu'il avait toujours eue. Chaque fois qu'il jouait le rôle de l'enfant parfait, le vrai agent de l'ordre. Celui qui avait une vraie plaque et le respect qui allait avec. Derek, s'il te plaît, murmura notre cousine Yasmine depuis un coin, la main sur la bouche. Pas comme ça. Pas devant grand-mère Rose. Mais Derek était dans son élément maintenant. En train de jouer pour un public qui avait toujours valorisé sa réussite classique. Plutôt que mes absences mystérieuses et mes vagues explications sur un travail confidentiel. Il avait préparé ce moment pendant des mois, peut-être même des années. Il rassemblait ce qu'il pensait être des preuves de ma supercherie. Les médailles militaires dans mon appartement qu'il avait photographiées lors d'une visite de contrôle de bien-être. Les uniformes de cérémonie accrochés dans mon placard qu'il jugeait trop authentiques pour être des copies. Les appels téléphoniques que je prenais dans d'autres pièces, parlant en code qu'il ne comprenait pas. Elle vous a tous menti, annonça-t-il à la pièce. Sa voix résonnait dans le lustre en cristal suspendu au-dessus de l'ancienne table de notre grand-mère. Vivant dans un monde imaginaire où elle serait une héroïne militaire décorée. Alors qu'en réalité, c'est une femme de 32 ans. Qui n'a jamais fini l'université, jamais eu de vrai travail. Et qui dépense l'argent de son fonds de fiducie en souvenirs militaires pour tromper sa propre famille. Je sentis le tapis perçant frotter contre ma joue pendant qu'il me plaquait encore plus fort contre le sol. J'entendis des halètements de surprise et des murmures parcourir la pièce comme des vagues dans une mare. La voix de ma grand-mère, fragile mais tranchante, coupa le chaos. « Derek, mon fils, qu'est-ce que tu fais ? » ?»« C'est Aria, c'est ta sœur. » Derek répondit en me relevant avec une force excessive. « C'est une criminelle, et je fais mon travail. » C'est alors que la porte d'entrée s'ouvrit brutalement, secouant les vitres dans leur cadre. Des bottes de combat résonnèrent sur le parquet du couloir. Et soudain, la salle à manger se remplit de 6 personnes en uniforme de cérémonie bleue. Leurs uniformes portaient des insignes qui faisaient passer les galons de sergent de Derek pour des jouets. L'homme en tête, grand, aux cheveux argentés, avait plus de rubans sur la poitrine que tout ce que ma famille avait jamais vu en dehors d'un film de guerre. Il regarda la scène, et son visage devint blanc. Dans une expression que je ne peux décrire que comme de la pure terreur. « Mon Dieu » souffla-t-il, sa voix portant l'autorité de quelqu'un habitué à commander des milliers de personnes. « Sergent, éloignez-vous d'elle. Éloignez-vous d'elle immédiatement. » La prise de Derek sur mon bras se relâcha, sa confiance remplacée par la confusion. « Monsieur, je ne sais pas qui vous êtes, mais c'est une affaire de police. Cette femme est en état d'arrestation. » Pourquoi ? La voix de l'homme aux cheveux argentés aurait pu briser du verre. Il fit un pas en avant, et je vis Derek reculer d'un pas. Une reconnaissance instinctive d'une autorité supérieure. Quelqu'un qui a servi son pays avec plus de distinction que Derek n'en connaîtrait en 3 vies. Monsieur. La pièce tomba dans un silence de mort. Le réservoir d'oxygène de ma grand-mère sifflait doucement dans un coin. Une tasse de café tinta contre sa soucoupe. L'homme en uniforme de cérémonie me regarda droit dans les yeux. Alors que j'étais toujours menotté, toujours contre la poitrine de Derek. Toujours vêtu de la simple robe noire que j'avais choisie pour ce dîner de famille supposément paisible. Ses yeux croisèrent les miens, et je vis quelque chose que Derek ne m'avait jamais montré. Quelque chose qu'aucun d'eux ne m'avait jamais offert, du respect. Il leva la main vers son front pour un salut militaire net.
qui résonna dans le silence comme un coup de feu. Général Montgomery, dit-il, sa voix remplissant la salle comme une prière. Colonel Richardson au rapport. Nous avons été informés qu'une situation vous impliquait. Nous sommes venus dès que possible. Les menottes tombèrent de mes poignets avec un cliquetis métallique, qui sembla vibrer à travers l'éternité. Derek recula en trébuchant, son visage passant de la confusion à l'incrédulité, puis à une horreur croissante. Les 23 membres de la famille restèrent figés à leurs chaises. Leur part à moitié mangée du fameux gâteau aux pêches de grand-mère refroidissant dans leurs assiettes. Je m'appelle Arya Montgomery. Et peu importe d'où tu regardes ceci, reste avec moi. Car ce qui s'est passé ensuite dans cette salle à manger à Willowbrook a tout changé. Pas seulement pour moi, mais pour une famille qui avait passé 32 ans à croire qu'ils savaient exactement qui j'étais, ce que je valais. Et combien de respect je méritais. Est-ce que ta propre famille t'a déjà menotté? T'a-t-elle humilié devant tout ce que tu aimes? Pour ensuite voir leur visage passer de la pitié à la surprise. Puis à quelque chose proche de l'émerveillement en découvrant enfin la vérité sur qui tu es vraiment? As-tu déjà vu quelqu'un qui t'a rabaissé toute sa vie? Réaliser soudainement qu'il t'admirait en silence depuis toujours? C'est cette histoire. L'histoire de comment un simple dîner de famille est devenu un jugement. Comment la cruauté d'un frère est devenue sa plus grande erreur. Et comment, parfois, les gens qui te connaissent le moins sont ceux qui pensent te connaître le mieux. Préparer et raconter cette histoire nous a pris beaucoup de temps. Donc si tu l'apprécies, abonne-toi à notre chaîne. Ça compte beaucoup pour nous. Maintenant, revenons à l'histoire. Je m'appelle Arya Montgomery. Et tu dois comprendre quelque chose avant qu'on continue. La femme que tu as vue menotter sur le sol de la salle à manger de sa grand-mère. Ce n'était pas la vraie moi. C'était la version que ma famille avait construite. Pendant 3 décennies de suppositions, de mépris. Et de mensonges confortables qu'ils se racontaient entre eux sur qui j'étais. Et ce dont j'étais capable. Tu vois, il y a quelque chose de particulièrement douloureux. À être invisible aux yeux de ceux qui t'ont élevé. Quelque chose qui broie l'âme, quand ton propre frère, ton propre sang, regarde le travail de toute ta vie. Et ne voit qu'un mensonge et une imposture. Et si un jour tu t'es assis à une table de famille en te sentant étranger dans ta propre histoire? Comme si tu n'entrais pas dans le rôle qu'ils ont écrit pour toi. Alors tu comprendras pourquoi ce qui s'est passé dans cette salle à manger s'est préparé pendant 32 ans. Je veux que tu restes avec moi pour la suite. Car ce que je vais te raconter ne parle pas seulement de service militaire ou de trahison familiale. Ça parle de l'écart entre qui tu es vraiment et qui les gens ont besoin que tu sois. Ça parle du prix qu'on paie pour protéger ceux qu'on aime. Même quand ils ne voient pas cette protection. Ne comprennent pas le sacrifice. Et surtout, ne respectent pas la femme qui l'a fait. En grandissant à Willowbrook, j'étais toujours la bizarre. Derek avait 3 ans de plus. 7 centimètres de plus. Et il correspondait parfaitement à la voie classique que nos parents avaient tracée pour les enfants Montgomery. Il jouait au foot, sortait avec la reine du bal. Étudia à l'université de l'État avec une bourse partielle. Et revint avec un diplôme en justice pénale. Qui faisait sourire papa de fierté. Mon fils, le futur policier. Disait papa lors des barbecues de quartier. Tapant sur l'épaule de Derek comme s'il avait déjà sauvé le monde. Moi, j'étais l'inconnu, la fille qui posait trop de questions, qui lisait des livres d'histoire militaire au lieu de romans d'amour. Qui savait démonter un fusil à 16 ans mais ne s'intéressait pas du tout aux dynamiques sociales qui obsédaient mes camarades de classe. Pendant que Derek recevait des compliments pour ses réussites classiques, moi je recevais des regards inquiets pour mes centres d'intérêt étranges. Arya traverse une phase, disait ma mère à ses amis du club de lecture. Quand on lui demandait pourquoi je passais plus de temps au stand de tir qu'au centre commercial. Ça lui passera quand elle rencontrera le bon garçon, mais ça ne m'est jamais passé. Au contraire, j'ai grandi avec ça. Tandis que mes camarades choisissaient des universités en fonction des fêtes et de la proximité avec la maison. Moi, je faisais des recherches sur les académies militaires pendant qu'ils organisaient leurs entrées dans les fraternités étudiantes. Je préparais une carrière dans le service qui m'emmènerait le plus loin possible des attentes étouffantes de Willowbrook. Le jour où j'ai dit à ma famille que j'avais été accepté à l'académie militaire de Riverside. C'est le jour où j'ai compris ce qu'était la vraie déception. Pas la colère. La déception. Ce genre de déception profonde, jusqu'aux os, qui dit
On espérait mieux de toi, sans vraiment expliquer ce que mieux voulait dire. Aria, chérie, dit ma mère en posant sa tasse de café avec une précision exagérée. Ce qui voulait dire qu'elle choisissait ses mots avec encore plus de soin. Mais tu ne penses pas que tu es un peu dramatique? L'armée, c'est pour les gens qui n'ont pas d'autres options. Toi, tu as des options. Derek, qui était rentré pour sa 2e année à l'université, leva les yeux de son livre. Un cours d'introduction à l'application de la loi qu'il surlignait comme s'il découvrait le feu. Mais elle veut juste attirer l'attention, dit-il sans même me regarder. Vous vous souvenez quand elle voulait être pompier ou garde forestier? Elle abandonnera avant même la fin de l'entraînement de base. Ça faisait mal, pas parce que c'était cruel même si ça l'était. Mais parce que ça montrait à quel point il ne comprenait rien à la personne que j'étais en train de devenir. Il voyait mes ambitions militaires comme une autre lubie d'enfant. Comme collectionner des timbres ou vouloir être vétérinaire. Il ne voyait pas que chaque décision que j'avais prise depuis mes 14 ans m'avait mené à ce moment précis. Mon père, toujours pragmatique, essaya une autre approche. Chérie, l'armée est une bonne organisation. Mais ce n'est pas vraiment un endroit pour des filles comme toi. Tu es intelligente, tu es jolie, tu viens d'une bonne famille, tu pourrais faire n'importe quoi. Enseigner à l'école, travailler dans un bureau, peut-être rencontrer un gentil garçon. Et fonder ta propre famille. Des filles comme moi. Comme s'il savait ce que des filles comme moi étaient capables de faire. Mais voilà ce qu'ils ne comprenaient pas, ce qu'ils ne voyaient pas à cause de leurs propres limites et peurs. Je ne courais pas vers l'armée parce que je n'avais pas d'autres options. J'y allais parce que c'était la seule option qui me donnait le sentiment d'être chez moi. Le seul chemin qui promettait de me pousser au maximum et de respecter tout ce que j'étais prête à sacrifier. Et le sacrifice. C'est un mot que ma famille allait apprendre à connaître de manière inattendue. Tu as déjà eu l'impression de parler une langue que ta propre famille ne comprenait pas? Comme si chaque conversation était une traduction qui perdait quelque chose d'essentiel? C'est comme ça que je me suis senti pendant ces derniers mois à Willowbrook. Une suite de discussions où je parlais le langage du futur. Et eux, celui du passé. Et où personne ne trouvait de terrain d'entente dans le présent. Alors j'ai arrêté d'essayer de leur faire comprendre. J'ai arrêté d'expliquer mes rêves et j'ai commencé à les vivre. J'ai arrêté de chercher leur approbation et j'ai commencé à gagner celle de gens qui comprenaient ce que j'étais en train de construire. Ce que je ne savais pas, c'est que partir à l'académie ne me changerait pas seulement moi. Ça me figerait dans leurs esprits tels que j'étais à 18 ans, jeune, incertaine. En quête de direction. Et peu importe ce que je deviendrai dans les années suivantes. Peu importe mes réussites. Ou à quel point je voyagerai loin. Ou combien je sacrifierai au nom de quelque chose de plus grand que moi. Je resterai toujours la petite sœur de Derek qui traversait une phase. Jusqu'au jour où le colonel Richardson entra dans cette salle à manger. Et détruisit tout ce qu'il croyait savoir sur moi comme du verre brisé. L'invitation arriva un mardi après-midi de septembre. Écrite à la main sur le papier crème de ma grand-mère. Avec une petite rose en relief qu'elle utilisait depuis 60 ans. Ma très chère Aria, commençait-elle, écrite avec son élégante écriture. Je sais que cela fait trop longtemps que nous n'avons pas été réunis tous ensemble en famille. Accepterais-tu de rentrer à la maison pour le dîner du dimanche? Cela signifierait beaucoup pour cette vieille dame d'avoir tous ses petits-enfants autour de la table à nouveau. J'étais assise dans mon bureau à Fort Harrington quand je l'ai ouverte. Encore en tenue de combat après le briefing du matin. Mon café refroidissant à côté de moi pendant que je lisais ces mots soigneusement choisis. Mamie Rose avait toujours été la diplomate de la famille. Celle qui calmait les tensions et réparait les liens même quand tout semblait brisé. Elle n'avait jamais pris position face à la distance grandissante entre Derek et moi. Elle n'avait jamais choisi un camp dans cette guerre silencieuse et politique. Qui faisait rage depuis mon retour de ma dernière mission. Mais je pouvais lire entre les lignes de son invitation. Elle était inquiète. Inquiète des fractures qu'elle voyait apparaître dans sa famille. Inquiète de voir ses petits-enfants ne plus se parler. Inquiète de ces conversations qui s'arrêtaient quand certaines personnes entraient dans la pièce. Ça faisait 8 mois que je n'étais pas retourné à Willowbrook. 8 mois depuis la cérémonie de remise de diplôme de Derek à l'académie de police. Où j'étais resté au fond, en civil. Le regardant recevoir sa plaque pendant que nos parents souriaient au premier rang. J'avais essayé de le féliciter après. J'avais voulu créer un lien à travers ce sens partagé du devoir et du service. Mais il m'avait regardé comme une étrangère.
Comme si je lui offrais une familiarité qu'il ne voulait pas. Merci, Aria, m'avait-il dit. Avec cette distance polie qu'on réserve aux connaissances qu'on veut éviter. Mais tu comprends ce que ça signifie pour moi, d'avoir une vraie carrière et tout ça. Une vraie carrière. Ces mots m'avaient blessé à l'époque. Et ils me blessaient encore alors que je relisais l'invitation de mamie. Mais Rose faisait partie de la famille. Elle avait 87 ans. Elle ne nous avait jamais demandé grand-chose. Comment pouvais-je refuser? Je l'ai appelée ce soir-là depuis mes quartiers. Le téléphone satellite grésillait. Me rappelant à quel point Fort Harrington était loin de tout ce qui ressemblait à un chez moi. Mamie, c'est Aria. J'ai reçu ton invitation. Oh, ma chérie, sa voix s'est illuminée. Comme quand j'étais petite et que je me rappelais pourquoi je l'aimais autant. Ça veut dire que tu viendras? Je sais que tu es occupée avec ton travail. Elle disait toujours ça comme ça, avec une pause. Comme si elle ne comprenait pas exactement ce que je faisais. Mais qu'elle le respectait malgré tout. Je serai là, lui ai-je dit. Déjà en train de calculer les horaires d'avion et les demandes de congé. À quelle heure je dois arriver? À 2 heures pile. Tu sais ce que je pense de la ponctualité. Et Aria, mais quelque chose de joli, ma chérie, quelque chose qui montre que tu t'en sors bien. Je veux que tout le monde voie à quel point je suis fier de ma petite fille. Quelque chose de joli. J'ai souri malgré moi. En imaginant son idée bien précise de ce que voulait dire bien s'habiller pour un dîner du dimanche. Mamie Rose croyait toujours au pouvoir magique d'une belle robe et de boucles d'oreilles en perles. Elle croyait encore que l'apparence, c'était la moitié de la bataille dans n'importe quelle situation sociale. Je m'habillerai comme il faut, lui ai-je promis. Sans préciser que ma définition de « comme il faut » pouvait être bien différente de celle du reste de la famille. Le vol de Fort Harrington jusqu'à l'aéroport régional de Riverside dura 4 heures. Avec une escale à Atlanta qui me laissa le temps de douter de ma décision. Pendant la correspondance, je consultais mon téléphone. Répondant à des mails de mon équipe, relisant des rapports de renseignements qui ne pouvaient pas attendre lundi. Le monde civil me paraissait étrange. Toutes ces personnes vivant leur vie avec une telle facilité. Libres du poids des secrets militaires et des responsabilités stratégiques. Un groupe d'étudiants universitaires dans la salle d'A accent grave côté débattait pour savoir s'ils allaient dépenser leur argent du week-end en billets de concert ou en nouveaux manuels scolaires. Leur plus grand souci, c'était un examen de chimie mardi. Je les enviais pour cette simplicité. Ce luxe d'avoir des problèmes avec des solutions claires et des conséquences prévisibles. Mon téléphone vibra avec un message de la colonelle Patricia Hawthorne, ma seconde. Général, la situation à Kandahar évolue. Il faut qu'on reporte le rapport jusqu'à votre retour. J'ai tapé rapidement, procédé comme prévu. Je lirai vos recommandations lundi matin. Tu t'en charges, Patricia. Tu peux le faire. La confiance qu'il fallait pour cet échange. Les années de formation et d'expérience qui me permettaient de déléguer une tâche aussi critique. Pendant que j'étais assise dans une salle d'attente d'aéroport. Ça semblait être un autre monde comparé à la dynamique familiale vers laquelle je retournais. Dans ma vie professionnelle, le respect se méritait par la compétence et s'obtenait grâce à la reconnaissance des résultats. À Willowbrook, j'étais encore la fille qui avait pris des décisions peu conventionnelles. Et qui avait déçu les attentes classiques. La voiture de location à l'aéroport régional de Riverside était une berline grise. Qui paraissait ridiculement banale après des mois de véhicules blindés et de transport militaire. J'ai conduit sur les routes familières vers Willowbrook, par automatisme. Je suis passé devant le lycée où Derek avait été une star du sport. Et moi, j'étais la fille bizarre qui lisait des livres d'histoire militaire pendant le déjeuner. Je suis passé devant le centre communautaire où nos parents avaient organisé la fête de remise de diplôme de Derek à l'école de police. Avec un gâteau en forme d'un cygne et des discours sur le service et le dévouement. Qui n'avaient jamais réussi à m'inclure dans leur définition de servir la communauté. La maison de Mamie Rose était exactement la même. Une maison blanche de style colonial avec des volets bleus. Des rosiers qu'elle entretenait depuis 40 ans. La même boîte aux lettres en laiton qui avait reçu toutes nos cartes d'anniversaire et cadeaux de Noël d'enfance. Je me suis garé derrière la voiture de patrouille de Derek, remarquant qu'il avait amené son véhicule de service au dîner du dimanche. Probablement pour que tout le monde remarque l'autorité qu'il représentait. Je me suis regardé une dernière fois dans le rétroviseur. J'avais choisi une robe noire simple, élégante mais pas tapa accent grave l'œil,
professionnelle mais pas intimidante. Ma grand-mère m'avait demandé de m'habiller pour montrer que je réussissais. Mais elle avait aussi demandé un dîner familial, pas un défilé militaire. J'avais laissé mes médailles à la maison, j'avais mis un maquillage léger et attaché mes cheveux en queue de cheval. J'avais l'air de ce que j'avais toujours été dans cette maison, la petite sœur de Derek. De retour pour le dîner du dimanche. La porte d'entrée s'est ouverte avant que je puisse frapper. Ella se tenait rose, dans sa plus belle tenue de dimanche, ses perles et tout le reste. Le visage rayonnant comme si j'étais la réponse à une prière qu'elle n'avait jamais osé dire à voix haute. Aria, ma chérie. Oh, tu es magnifique, simplement magnifique. Elle m'a attiré dans ses bras qui sentaient la lavande et le rôti du dimanche. Comme tout le réconfort de mon enfance que j'avais gardé avec moi pendant 3 déploiements et 7 ans de service. Tout le monde est là, ma chérie. Tout le monde est très heureux de te voir. Pendant qu'elle me guidait dans le couloir familier vers la salle à manger, j'entendais déjà les conversations. La voix de Derek expliquant une récente arrestation. L'oncle Martin posant des questions sur les nouvelles procédures de la police. La cousine Yasmine riant d'une histoire sur ses enfants. Ça sonnait chaleureux, normal, comme le genre de réunion de famille qui m'avait manqué sans que je le réalise. Ce que je ne savais pas, c'est que Derek avait passé les 3 derniers mois à monter un dossier contre moi. Dans des conversations chuchotées et des doutes soigneusement semés. Ce que je ne voyais pas, c'était le piège qui avait été tendu avec la même précision. Qu'il avait apprise à l'école de police. Utilisant l'amour et la confiance qui m'avaient ramené à la maison comme des armes. Contre la vérité que j'avais protégée pendant 7 ans. Je suis entré dans cette salle à manger comme Aria, la petite fille adorée. Prête à réparer les liens et soigner les vieilles blessures. Je ne savais pas que j'allais devenir Aria, la suspecte d'un crime. Devant 23 personnes qui pensaient savoir exactement qui j'étais et ce que je valais. Le premier signe que quelque chose n'allait pas est arrivé pendant les apéritifs. J'étais assise entre la cousine Yasmine et la tante Hélène. Discutant tranquillement des jumeaux de Yasmine et du nouveau jardin de Hélène. Quand Derek s'est éclairci la gorge avec cette autorité particulière qu'il avait cultivée depuis qu'il avait rejoint la police. Alors Aria, dit-il, sa voix se répandant sur la table en acajou comme s'il ouvrait une réunion. J'ai une petite curiosité. Tu es partie depuis combien de temps maintenant? 8 mois? Tu fais toujours ce travail de consultante? La façon dont il avait dit le travail de consultante donnait l'impression qu'il parlait de chômage. J'ai bu une gorgée d'eau en remarquant que la conversation autour de la table avait changé. Comme si tout le monde écoutait soudain avec cette attention qu'on réserve aux ragots ou aux scandales familiaux. Un peu de ça, ai-je répondu calmement, pas du tout décidé à me laisser embarquer dans le jeu qu'il essayait de lancer. Au milieu des verres en cristal et de la belle porcelaine de mamie. C'est intéressant, continua Derek en coupant sa côte de porc avec une précision chirurgicale. Parce que j'ai fait quelques recherches sur les entreprises de conseil gouvernemental, tu sais, pour le travail. C'est important de comprendre comment les agences collaborent avec la police locale. Et c'est curieux, je n'ai trouvé aucune trace de l'entreprise pour laquelle tu dis travailler. L'oncle Martin releva les yeux de sa purée de pommes de terre. Quelle entreprise, ma chérie? Me demanda-t-il avec une vraie curiosité. L'oncle Martin avait toujours été gentil. Il avait toujours traité mon parcours atypique avec plus de respect que la plupart des membres de la famille. Je sentis le poids familier des règles de confidentialité. Cette danse prudente que je menais depuis des années pour protéger à la fois mon travail et la sécurité de ma famille. C'est une petite entreprise, ai-je dit. On fait un travail spécialisé. La majorité de nos contrats sont discrets. Derek a ri, mais il n'y avait rien de drôle dans ce rire. Et discret, bien sûr. C'est pratique pour ne pas avoir à donner de vrais détails. Il se tourna vers toute la table. Sa voix prenant ce ton qu'il devait utiliser quand il témoignait au tribunal. Est-ce que quelqu'un d'autre a remarqué qu'Aria ne parle jamais de son travail? Qu'elle ne mentionne jamais ses collègues? Qu'elle ne vient jamais accompagner à nos réunions de famille? C'est presque comme si cette carrière mystérieuse n'existait pas. Derek, dit Mamie Rose d'une voix douce. Mais il y avait de l'acier sous la tendresse. C'est un dîner du dimanche, pas un interrogatoire. Je pose juste des questions, mamie. Des questions qu'une famille normale poserait quand quelqu'un est vague sur sa vie depuis 7 ans. Il s'est renfoncé dans sa chaise, et je pouvais voir la satisfaction dans ses yeux. Le plaisir qu'il prenait à avoir un public pour la pièce qu'il avait préparée. La cousine Rebecca,
toujours impatiente de se mêler au drame, intervint avec une excitation mal dissimulée. Je dois avouer que je me suis posé la question aussi. Je veux dire? Aria. Tu voyages tout le temps, tu ne parles jamais de ton travail. Et tu sembles toujours avoir de l'argent, mais on ne sait jamais d'où il vient. C'est un peu mystérieux. Et mystérieux dans le bon sens, ajouta vite la tante Hélène, essayant d'apaiser la tension. L'Aria a toujours été indépendante. Certaines personnes sont simplement réservées sur leur travail. Réservée, c'est une chose, répliqua Derek. Mais être secrète, c'en est une autre. Et quand quelqu'un prétend faire un travail important pour le gouvernement, mais ne peut pas fournir un seul détail vérifiable, ça devrait nous alerter. En tout cas, ça devrait, pour ceux qui tiennent à l'honnêteté dans leur famille. Le mot honnêteté resta suspendu dans l'air comme un défi. Je sentis 23 paires d'yeux fixés sur moi. Je sentis le poids de leur curiosité, de leur confusion, et de leurs doutes grandissant. Ces personnes m'avaient vu grandir. Elles avaient fêté mes anniversaires et ma remise de diplôme. Elles m'avaient envoyé des colis de soutien quand j'étais à l'académie. Et maintenant, elles me regardaient comme si j'étais une étrangère, qui s'était infiltrée dans leur réunion de famille sous de faux prétextes. Des signaux d'alerte, répétai-je, gardant ma voix calme malgré la colère qui montait dans ma poitrine. Derek, qu'est-ce que tu es en train de suggérer exactement? Je ne suggère rien. Je déclare des faits. Il sortit une chemise cartonnée de couleur beige de la poche de sa veste, qu'il avait apparemment portée toute la soirée en attendant ce moment. Je déclare que, en 7 ans de cette prétendue carrière dans un organisme gouvernemental, tu n'as jamais fourni une seule preuve d'emploi. Je déclare que tu n'as aucun historique professionnel vérifiable, que quelqu'un dans cette famille puisse confirmer. Je déclare que tu vis bien au-dessus de tes moyens pour quelqu'un avec ton niveau d'études. Il ouvrit la chemise et commença à sortir des photos. Des photos de surveillance, me rendis-je compte avec une horreur croissante. Des photos de moi entrant dans mon immeuble, des photos de ma voiture. Des photos de moi au pressing, récupérant ce qui était clairement des uniformes militaires. Je déclare aussi, continua Derek, sa voix devenant plus forte, en voyant la surprise sur les visages de notre famille, que tu possèdes ce qui semble être des uniformes militaires décorés, auxquels tu n'as aucun droit, ce qui, au cas où quelqu'un ne le saurait pas, est un crime fédéral. La pièce explosa. Les voix se superposèrent dans un chaos de confusion, d'inquiétude et d'incrédulité. La main de Mamie Rose vola à sa poitrine. L'oncle Martin commença à poser des questions que Derek ignora. La fille ado de Jasmine sortit son téléphone comme si elle assistait à une scène digne des réseaux sociaux. Derek, arrête ça, dis-je. Mais ma voix se perdit dans le vacarme. Je dois arrêter de poser des questions légitimes sur un comportement illégal. Derek était debout maintenant, dominant la table comme un procureur devant un jury. Je dois arrêter d'essayer de protéger cette famille contre quelqu'un qui leur ment depuis des années. De quoi tu parles? La voix de Mamie Rose coupa le bruit, aiguë à cause de la confusion et d'une inquiétude grandissante. Derek, qu'est-ce que tu racontes sur ta sœur? Je dis qu'elle n'est pas celle qu'elle prétend être, mamie. Je dis qu'elle mène une sorte d'escroquerie contre cette famille. Et que nous avons tous été trop naïfs pour le voir. Il sortit une autre photo, cette fois de moi en uniforme bleu de cérémonie, entrant dans ce qui ressemblait à un bâtiment gouvernemental. Ces uniformes ne viennent pas d'un surplus militaire. Ils sont trop détaillés, trop précis. Ce qui veut dire qu'elle les a soit volés à de vrais soldats, soit qu'elle se fait passer pour un officier militaire. Ce qui est un crime fédéral puni jusqu'à 3 ans de prison. Le silence qui suivit fut assourdissant. Je pouvais entendre le tic-tac de l'horloge dans le couloir. Je pouvais entendre la respiration de quelqu'un devenir difficile. Probablement l'oncle Karl, qui avait un problème cardiaque. Et supportait mal le stress. Aria. La voix de Mamie Rose était petite, incertaine. Rien à voir avec la femme surde qui m'avait accueilli à la porte une heure plus tôt. Ma chérie, de quoi parle Derek? Je regardais autour de la table, les visages que je connaissais depuis toujours. Je vis la confusion se transformer en soupçon. Je vis l'amour être remplacé par le doute. Ces gens m'avaient élevé, ils avaient applaudi lors de ma remise de diplôme au lycée. Ils m'avaient envoyé des colis pendant ma première année à l'académie. Et maintenant,
Il me regardait comme si j'étais capable d'un complot criminel. Derek, dis-je doucement, tu ne comprends pas ce que tu es en train de faire. Je comprends parfaitement. Je fais mon travail. Je protège ma famille contre une fraudeuse. Il prenait du plaisir maintenant, se délectant de l'attention et de l'autorité. Je t'ai surveillé pendant des mois, Aria. J'ai documenté les incohérences, rassemblé les preuves, construit un dossier. Et ce que j'ai trouvé, c'est quelqu'un qui vit dans un mensonge complet. Il sortit la dernière photo en moi en uniforme de cérémonie complet. Avec des décorations que la plupart de la famille ne reconnaîtrait pas. Mais qui les impressionnait clairement par leur aspect officiel. Ces médailles, ces rubans, ces insignes de grade ne se gagnent pas. Ils s'achètent. Elles jouent à se déguiser avec des honneurs militaires. Qui appartiennent à des personnes ayant vraiment servi. Des gens qui ont vraiment sacrifié pour leur pays. Des gens comme les officiers avec qui je travaille tous les jours. Et qui seraient écœurés de voir leur service tourner en dérision. Par quelqu'un qui achète de fausses médailles sur Internet. L'accusation me frappa comme un coup physique. 7 ans de vrai service, 3 missions à l'étranger. Des heures sans fin de rapports, de décisions, de responsabilités. Qui me tenait éveillé la nuit. Tout cela réduit à jouer à se déguiser. Devant les personnes qui auraient dû me connaître mieux que personne. Ça suffit, dis-je en me levant de table. Non, ce n'est pas suffisant. Loin de là. Derek cherchait maintenant ses menottes. Ses gestes étaient lents, contrôlés, entraînés. Parce que se faire passer pour un officier militaire, ce n'est pas juste de la fraude. C'est du vol de mérite. C'est s'attribuer des sacrifices qu'on n'a jamais faits. Revendiquer un honneur qu'on n'a jamais mérité. Et je ne vais pas rester là à la regarder mentir à notre grand-mère en pleine face. C'est à ce moment-là que je compris que ce n'était pas juste une confrontation. C'était une arrestation. Derek n'était pas venu au dîner du dimanche pour me confronter. Il était venu pour me menotter devant toute notre famille. Pour détruire non seulement ma réputation, mais toute chance d'expliquer une vérité qu'il n'était pas autorisé à entendre. Les menottes sortirent avec un clic métallique, qui résonna dans la salle à manger comme un coup de feu. Je vis les doigts de Derek bouger avec une efficacité bien rodée. Les mêmes mains qui m'aidaient à construire des châteaux de sable quand on était enfant. Étaient maintenant prêtes à m'arrêter devant le rôti de grand-mère. Derek Montgomery, qu'est-ce que tu penses faire? La voix de Mamie Rose avait retrouvé sa force. Ce ton qu'elle utilisait quand on était enfant et que quelqu'un franchissait une limite interdite. Je mets Aria en état d'arrestation pour s'être fait passer pour une officier militaire. Et pour vol de biens gouvernementaux, dit Derek. Sa voix prit la cadence officielle qu'il avait apprise à l'académie de police. Il lisait maintenant un script, interprétant le rôle qu'il avait répété. Madame, je dois que vous compreniez que ce qui se passe ici est nécessaire. Votre petite fille a commis des crimes fédéraux. Et en tant qu'officier de la loi, j'ai le devoir d'agir. Le mot au devoir venant de sa bouche ressemblait à un blasphème. Je pensais au vrai sens de ce mot. Au poids qu'il portait quand ton devoir t'oblige à prendre des décisions. Qui peuvent coûter des vies. Quand ton devoir signifie porter des secrets. Qui peuvent briser des familles. Quand ton devoir veut dire protéger des gens. Qui ne sauront jamais ton nom. Ni ne comprendront ton sacrifice. Tu as le droit de garder le silence, poursuivit Derek. S'approchant de moi avec la confiance de quelqu'un qui croyait avoir toutes les cartes en main. Tout ce que tu diras pourra être utilisé contre toi devant un tribunal. Derek, arrête. Les mots sortirent calmement. Mais quelque chose dans mon ton le fit s'arrêter à mi-chemin. Tu ne sais pas ce que tu fais. Je sais exactement ce que je fais. J'arrête une criminelle qui se trouve être ma sœur. Sa voix trembla légèrement en prononçant ma sœur. Le premier signe que cette mise en scène lui coûtait aussi quelque chose. Quelqu'un qui a menti à cette famille pendant 7 ans. Quelqu'un qui a profité de notre confiance. Et de l'amour de notre grand-mère pour couvrir sa fraude. L'oncle Martin se leva de sa chaise. Le visage rouge de confusion et de colère grandissante. Attends une minute, Derek. C'est une affaire de famille. C'est ta sœur. Peu importe ce qui se passe ici, on peut gérer ça en privé, le régler entre nous. Non, on ne peut pas. La voix de Derek devenait plus forte, plus insistante. Car ce n'est pas juste une affaire de famille, c'est une affaire criminelle.
C'est une affaire de droit fédéral. Et j'ai juré de faire respecter la loi, peu importe les relations personnelles. Tante Hélène pleurait maintenant. Des larmes discrètes qu'elle essayait de cacher derrière sa serviette. Cousine Rebecca avait sorti son téléphone. Probablement en train d'envoyer des messages à ses amis sur le drame en cours au dîner familial des Montgomery. Yasmine essayait de protéger sa fille ado du pire, en lui murmurant d'aller attendre dans la cuisine. Mais Mamie Rose restait parfaitement immobile, les mains croisées sur ses genoux, regardant la destruction de sa famille avec une tristesse silencieuse, qui faisait encore plus mal qu'un cri. « Mamie » dis-je doucement, la regardant droit dans les yeux pendant que Derek s'affairait avec ses menottes. « J'ai besoin que tu saches que je ne t'ai jamais menti. Je n'ai jamais rien fait pour déshonorer cette famille ou les valeurs que tu m'as transmises. » Alors explique ça, m'interrompit Derek, en agitant les photos de moi en uniforme militaire. Explique pourquoi tu as des décorations pour des batailles que tu n'as jamais livrées. Des grades que tu n'as jamais gagnés. Des honneurs qui appartiennent à de vrais soldats ayant réellement servi leur pays. L'ironie était si forte que j'ai failli en rire. Des vrais soldats. S'il savait seulement que la femme qu'il était sur le point d'arrêter avait passé les 18 derniers mois à coordonner des opérations de renseignement sur 3 continents. J'avais fait des briefings à des sénateurs et des généraux. J'avais pris des décisions qui affectaient la sécurité de milliers de soldats qu'il prétendait respecter. Je ne peux pas les expliquer, dis-je simplement. Pas ici. Pas comme ça. Pourquoi tu ne peux pas expliquer des mensonges, répliqua Derek. Tu ne peux pas expliquer une fraude. Tu ne peux pas justifier le vol de mérite. Car il n'y a pas d'explication qui rende ça acceptable. Il se plaça alors derrière moi, cherchant mes mains pour les attacher dans mon dos. Le contact de ses doigts sur mes poignets me donna la sensation d'une trahison. Comme si chaque souvenir d'enfance partagé était en train d'être empoisonné par ce moment. Derek, s'il te plaît, murmura Jasmine de l'autre côté de la table. Pas devant mamie. Pas comme ça. Mais Derek n'écoutait plus les supplications de la famille. Il agissait désormais par pure conviction, persuadé qu'il était en train de nous sauver tous. D'un mensonge qui avait duré trop longtemps. Mais elle a fait ce choix en décidant de mentir à sa propre famille. Dit-il en posant la première menotte. Mais elle a fait ce choix en se moquant du service des vrais militaires. Le métal était froid sur ma peau. Trop serré. Je pouvais sentir la satisfaction de Derek dans la précision avec laquelle il serrait les menottes. Je pouvais ressentir sa croyance que, enfin, après 32 ans, il avait le pouvoir dans notre relation. Mais tu sais quelle est la pire partie, dit-il en s'approchant de mon oreille pendant qu'il posait la seconde menotte. La pire partie, c'est que tout le monde t'a cru. On t'a tous trouvé des excuses pour ton silence, tes absences, ton style de vie mystérieux. On s'est dit que tu étais juste discrète, juste indépendante. Alors qu'en réalité, tu es juste une imposture qui s'est sentie trop à l'aise dans une vie de mensonges. C'est là que quelque chose s'est brisé en moi. Pas ma détermination et j'avais été formé à garder mon calme pendant les interrogatoires, sous une pression que la plupart des gens n'auraient jamais supportée. Ce qui s'est brisé, c'était ma volonté de le protéger des conséquences de son ignorance. Derek, dis-je, la voix ferme. Malgré les menottes, malgré les larmes sur le visage de ma grand-mère. Malgré ce dîner familial qui ne s'en remettrait jamais. Je veux que tu te rappelles de ça. Je veux que tu te rappelles chaque mot que tu as dit ce soir. Chaque accusation que tu as faite, chaque photo que tu as montrée. Parce que quand tu connaîtras la vérité et tu la connaîtras. Je veux que tu te rappelles que je t'ai donné toutes les occasions de t'arrêter. Il me poussa alors contre le mur. Comme il avait sûrement déjà poussé des dizaines de vrais criminels. Sa main sur mon épaule, avec assez de force. Pour montrer à toute la pièce qu'il avait le contrôle. La seule vérité, c'est que tu es en état d'arrestation, dit-il. Mais sa voix avait perdu un peu de sa confiance d'avant. La seule vérité, c'est que cette famille mérite mieux. Qu'une personne qui a bâti toute son identité sur des mensonges. J'aurais pu lui dire la vérité. J'aurais pu révéler juste assez pour mettre fin à cette humiliation. J'aurais pu lui donner des informations classées qui lui auraient fait comprendre à quel point il se trompait. Mais ça aurait exigé que je viole des protocoles faits pour protéger la sécurité nationale. Ça aurait compromis des opérations bien plus grandes que tout ce que ma famille pouvait comprendre. Ou que le besoin de Derek de se sentir important.
Alors à la place, je suis resté là. Contre le mur de la salle à manger de ma grand-mère. Menotté par mon propre frère. Regardé par 23 personnes que j'aimais. Et qui me voyaient comme une étrangère ayant infiltré leur vie. Pardon, mamie, dis-je doucement. Les seules paroles qui me semblaient vraies. Dans une pièce remplie d'accusations et de malentendus. Je suis désolé que ça arrive chez toi. Rose me regarda avec des yeux qui avaient vu 87 ans de drames familiaux. 87 ans de secrets, de révélations, et d'enfants qui lui avaient brisé le cœur sans le vouloir. Oh, ma chérie, murmura-t-elle. Et dans ces deux mots, j'ai entendu autant de douleur que, quelque chose d'autre. Quelque chose qui ressemblait presque à de la foi. Derek appelait des renforts maintenant. Parlant dans sa radio avec l'efficacité de quelqu'un qui croyait avoir résolu une grande affaire. Il n'avait aucune idée que dans environ 3 minutes, tout son monde allait basculer. Il ne savait pas que les renforts qu'il avait appelés incluaient des gens. Qui savaient exactement qui j'étais. Et exactement ce qu'il venait de faire. Il ne savait pas que la femme qu'il venait d'arrêter pour usurpation d'identité militaire allait être saluée par son propre capitaine. Les renforts que Derek avait appelés arrivèrent plus vite que prévu. Mais pas comme il s'y attendait. Pas la réponse policière standard qu'il avait demandée. Ce qui entra par la porte de la maison de Mamie Rose. C'est ce qui allait hanter ses cauchemars pendant des années. Le colonel Richardson entra le premier. Son uniforme de cérémonie bleu impeccable. Son port incontestablement militaire. Même avant de remarquer les insignes. Qui montraient qu'il commandait des milliers de soldats. Derrière lui venait la commandante Sarah Blackstone. Le capitaine H. Rodriguez. Et 3 autres officiers dont les décorations réunies représentaient plus d'expérience de combat que Derek n'en avait vu de toute sa vie, même dans les films de guerre. Le bruit de leurs bottes sur le parquet de Rose était comme un tonnerre. Chaque pas précis, décidé, avec une autorité si naturelle. Que le petit entraînement de police de Derek paraissait soudain bien amateur. Il bougeait avec la coordination d'une vraie équipe. Forgée par des années de service réel, de responsabilités réelles. Et de conséquences réelles en cas d'échec. La radio de Derek s'était tue. Les bavardages habituels et les communications de la police locale avaient été remplacés par quelque chose de bien plus sérieux. De bien plus officiel. Même la voix de sa standardiste avait changé. Devenant formelle, soigneuse, comme si l'affaire impliquait des agences fédérales. Et des niveaux d'autorisation au-dessus de sa fonction. Le sergent Montgomery. La voix du colonel Richardson trancha le silence comme une lame. Reculez de la générale Montgomery. Reculez immédiatement. Général Montgomery. Ces mots restèrent suspendus dans l'air comme une révélation. Qui changeait tout ce que tout le monde pensait savoir sur la réalité. La fourchette de l'oncle Martin tomba bruyamment dans son assiette. La main de tante Hélène vola jusqu'à sa bouche. La cousine Rebecca s'arrêta net au milieu de son message. Son téléphone était oublié, posé de côté, pendant qu'elle regardait la femme qu'elle avait toujours connue comme la mystérieuse petite sœur de Derek. Le visage de Derek passa par une série d'expressions qui auraient été drôles dans d'autres circonstances. La confusion, l'incrédulité, le défi. Et enfin, lentement, l'horreur grandissante de quelqu'un qui réalise qu'il a fait une erreur si énorme qu'elle ne pourra jamais être effacée. Je ne sais pas de quel genre de jeu il s'agit, dit Derek. Mais sa voix n'avait plus la certitude qu'elle avait quelques minutes plus tôt. Mais cette femme est en état d'arrestation pour usurpation d'identité militaire. J'ai des preuves de fraude, de vol de mérite, de possession illégale de matériel militaire. La commandante Blackstone l'interrompit. Sa voix portant l'autorité de quelqu'un qui avait commandé des troupes sur des zones de guerre. Et non arrêté des conducteurs ivres dans des petites villes. Mais tu n'as aucune preuve. À part celle de ta propre ignorance. Ce que tu as fait, c'est menotter une générale décorée devant sa propre famille. L'accuser de crimes qu'elle n'a jamais commis. Et compromettre la sécurité d'opérations que tu n'es pas autorisé à comprendre. Elle sortit une pochette en cuir et commença à lire des documents que Derek ne pouvait pas voir. Mais qui contenaient clairement des informations. Montrant que son arrestation ressemblait plus à un enfant jouant au policier. Général Aria Montgomery. Armée des États-Unis. Numéro de matricule, classifié. Affectation actuelle, classifié. Niveau d'habilitation de sécurité, classifié.
Diplômé de l'Académie militaire de Riverside. Major de sa promotion. École des officiers, diplômé avec distinction. École des Rangers. Deuxième femme de l'histoire du programme à terminer l'entraînement sans redoublement. Institut de langue de la défense. Parle couramment 4 langues. Master en relations internationales obtenu à Georgetown, pendant son service actif. Chaque qualification frappait la pièce comme un coup au ventre. Ce n'était pas la sœur mystérieuse. Qui avait abandonné une vie classique pour suivre une carrière vague de consultante. C'était une femme qui avait accompli des choses que la plupart des gens ne pouvaient même pas imaginer. Qui avait gagné un respect que Derek n'atteindrait jamais. Et les décorations actuelles incluent la médaille du service supérieur de la défense. La Légion du mérite avec grappe de feuilles de chêne. La médaille de l'étoile de bronze avec 2 grappes de feuilles de chêne. Le cœur pourpre. L'insigne d'action de combat. Le badge de rangée. L'insigne de maître parachutiste. Et environ 30 autres décorations pour service dans des opérations classifiées. Sur 3 théâtres de guerre. Le capitaine Rodriguez s'avança. Sa propre série de décorations impressionnantes paraissait soudain fade comparée à ce que la commandante Blackstone venait de lire. La générale Montgomery a servi avec distinction en Afghanistan, en Irak. Et dans plusieurs autres lieux que je ne suis pas autorisé à nommer devant cette assemblée. Elle a commandé des unités allant du niveau compagnie jusqu'au niveau brigade. Elle a fait des rapports à des membres du Congrès et à l'état-major. Et elle occupe actuellement l'un des postes les plus sensibles du renseignement militaire. Les menottes de Derek semblaient tout à coup être les objets les plus ridicules de la pièce. Les photos qu'il avait prises d'Aria en uniforme militaire. Les preuves qu'il avait réunies pour prouver sa fraude. Le dossier qu'il avait monté pour l'accuser de vol de mérite. Tout s'effondra dans le ridicule d'un simple sergent de police de petite ville. Essayant d'arrêter une générale pour avoir porté l'uniforme qu'elle avait gagné. En cette année de service dans des lieux que lui ne pourrait même pas imaginer. Les uniformes que tu as photographiés, continua le colonel Richardson. Sa voix devenant plus tranchante, comme s'il voulait que Derek ressente pleinement l'ampleur de son erreur. Représente un vrai service. Les médailles que tu dis qu'elle a achetées sur Internet ont été gagnées. Lors d'opérations de combat dont tu n'entendras jamais parler. Dans des lieux où tu n'iras jamais. En prenant des décisions qui ont permis de garder les Américains en sécurité. Pendant que toi, tu apprenais à mettre des amendes pour stationnement. Mamie Rose n'avait pas dit un mot. Depuis que les officiers étaient entrés. Mais je pouvais voir son esprit en action. Faisant le lien entre les morceaux d'un puzzle vieux de 7 ans. Les absences mystérieuses. Les explications vagues. La petite fille qui ne pouvait jamais parler de son travail. Qui voyageait tout le temps. Qui semblait avoir de l'argent mais ne disait jamais d'où. Tout prenait enfin sens. D'une manière que les accusations de Derek n'avaient jamais pu offrir. « Oh mon Dieu !» murmura l'oncle Martin. Sa voix à peine audible. « Aria, tout ce temps, tu servais ton pays. » La générale Montgomery, conclut la commandante Blackstone. Sert à un niveau qui demande des autorisations de sécurité. Que ton frère n'obtiendra jamais. Elle fait des sacrifices qu'il ne comprendra jamais. Et porte des responsabilités qui briseraient la plupart des gens. La pièce était devenue totalement silencieuse. À part le tic-tac de l'horloge et la respiration devenue difficile de Derek. Il tenait encore la chemise beige contenant ses épreuves. Il portait encore l'attitude de quelqu'un qui croyait avoir exposé une fraude. Mais ses mains tremblaient. Alors que la réalité de la situation commençait à percer sa bulle. Et ces appels téléphoniques qu'elle prend dans une autre pièce. Dit le capitaine Rodriguez, s'adressant à toute la famille. C'étaient des échanges classifiés avec des agents étrangers. Ces voyages dont elle ne peut pas parler? Des missions diplomatiques. Des opérations de renseignement. Ces longues absences des événements familiaux? Des déploiements dans des zones de guerre où elle commandait des soldats. Dans des missions dont vous n'entendrez jamais parler. Mais qui ont empêché des attentats terroristes sur le sol américain. Jasmine pleurait maintenant. Mais ce n'étaient pas des larmes de confusion ou de trahison. C'étaient des larmes de reconnaissance, de compréhension. De fierté mêlée à de la culpabilité. D'avoir douté de quelqu'un qui les avait protégés. De façon qu'ils n'avaient jamais imaginé nécessaire. Chaque fois que tu as remis en question son service.
dit le colonel Richardson. Sa voix devenant plus glaciale en regardant Derek. Chaque fois que tu as insinué qu'elle était une fraude ou qu'elle mentait, tu insultais non seulement son sacrifice, mais celui de chaque soldat qui a servi sous ses ordres. Certains sont morts en suivant ses décisions. D'autres sont vivants aujourd'hui grâce à elle. Le visage de Derek était devenu tout blanc. Le dossier glissa de ses mains, éparpillant ses photos de surveillance sur le tapis perçant de rose. Des images qui semblaient maintenant être l'obsession d'un harceleur. Et non les preuves d'une enquête légitime. Et cette société de conseil qui n'apparaît pas dans les registres publics? La commandante Blackstone sortit un autre document. L'agence de renseignement de la défense. Le bâtiment que tu as photographié? Le Pentagone. Les collègues dont elle ne parle jamais? Ils sont classifiés. La nature exacte de son travail? Au-dessus de ton niveau d'habilitation et de ton besoin de savoir. Je vis le monde de mon frère s'effondrer avec chaque révélation. Je le vis comprendre que tout ce qu'il croyait savoir sur moi, sur l'armée, sur son propre rôle dans la loi, était faux. Mais ce qui m'a le plus touché, ce n'était pas sa honte. C'était le regard de ma grand-mère. Pas de la surprise. Pas de la confusion. Mais un genre de soulagement. Comme si elle avait toujours su qu'il y avait plus dans mon histoire que ce que je pouvais dire. Comme si elle avait attendu 7 ans. Que quelqu'un explique enfin. Pourquoi sa petite fille portait autant de secrets? Les menottes furent retirées dans un clic qui résonna comme un acte de justice. Le colonel Richardson les ôta lui-même. Ses gestes lents, précis, respectueux. Alors qu'il libérait mes poignets des liens que mon propre frère y avait posés. Le métal avait laissé des marques rouges sur ma peau. Des marques qui allaient disparaître. Mais que tous ceux dans cette pièce allaient se rappeler toute leur vie. Derek resta figé au milieu de la salle à manger de notre grand-mère. Toujours en uniforme de policier. Mais paraissant plus petit d'un coup. Réduit par la présence d'officiers dont l'autorité faisait paraître la sienne minuscule. Son insigne, qui paraissait si important une heure plus tôt, ressemblait maintenant à un jouet d'enfant comparé au ruban et insigne qui l'entourait. Honneur, général Montgomery, dit formellement le colonel Richardson. Au nom de l'armée des États-Unis et de l'agence du renseignement de la défense. Je vous présente nos excuses pour cet incident. Votre équipe de sécurité a été informée. Et des mesures sont en cours pour que rien de tel ne se reproduise. Équipe de sécurité. Le mot résonna dans la pièce comme une nouvelle révélation. Ma famille apprenait que la femme qu'ils avaient vue grandir, la sœur dont ils avaient douté, la petite fille qu'ils avaient remise en question, vivait dans un monde où des gens étaient chargés de la protéger. Parce que sa vie avait une valeur au-delà de leur compréhension. Merci, colonel, répondis-je en me frottant les poignets là où les menottes avaient été posées. Mais ce n'est pas votre faute. C'est une affaire de famille qui a dégénéré. La commandante Blackstone s'avança, le visage grave. Avec tout le respect, général. Ce n'est plus une affaire familiale. Depuis qu'un policier local a arrêté une officier militaire de haut rang sur des accusations fausses. C'est maintenant une affaire de sécurité nationale, de protocole militaire. Et, franchement, d'enquête criminelle. Le visage de Derek se décomposa encore plus. Enquête criminelle. Le sergent Montgomery, s'adressa à lui le capitaine Rodriguez. Avec une politesse professionnelle. Qui rendait la situation encore plus douloureuse. Vous venez de commettre plusieurs délits fédéraux. Arrestation illégale d'un officier militaire. Interférence avec des opérations classifiées. Compromission d'agents de sécurité nationale. Chacun de ces actes peut entraîner de lourdes peines de prison. La température de la pièce sembla chuter de 10 degrés. Tante Hélène poussa un petit cri d'angoisse. Oncle Martin desserra sa cravate comme s'il ne trouvait plus son souffle. Mamie Rose ferma les yeux comme si elle voulait bloquer ce cauchemar. Qui avait envahi son dîner du dimanche? Mais, je ne savais pas, murmura Derek. La voix brisée comme lorsqu'il avait 12 ans. Et qu'il avait cassé la canne à pêche de papa. Je ne savais pas qu'elle était vraiment. Je pensais qu'elle mentait. Je pensais que je protégeais la famille contre une fraude. Votre ignorance, dit froidement la commandante Blackstone, n'est pas une défense. C'est une preuve de négligence tellement grave qu'elle frôle la stupidité criminelle.
Avez-vous vérifié ces empreintes? Consulté les bases de données fédérales? Contacté une agence nationale avant d'arrêter quelqu'un? Que vous pensiez usurper une identité fédérale? Le silence de Derek fut une réponse suffisante. Il avait agi par fierté. Par jalousie. Par des années de ressentiment envers une sœur dont il ne comprenait pas le succès. Il avait bâti un dossier sur la surveillance et la suspicion. Au lieu d'une véritable enquête. Et maintenant, ce dossier s'effondrait dans un désastre. Qui allait mettre fin à sa carrière? Shade, les photos qu'il a prises, continua le colonel Richardson. En ramassant les preuves éparpillées de Derek. Représente une surveillance sur une cible militaire classifiée. Les informations qu'il a rassemblées. Sur la résidence de la générale Montgomery. Ses déplacements, sa vie personnelle. Tout cela correspond à une collecte de renseignements. Contre un objectif de haute valeur. Dans d'autres circonstances, on parlerait ici d'accusation d'espionnage. Cousine Rebecca était complètement silencieuse. Son téléphone était posé sur la table, oublié. La même femme qui s'apprêtait à publier le drame familial sur les réseaux sociaux. Réalisait maintenant qu'elle venait d'assister à quelque chose. Qui pouvait avoir des implications pour la sécurité nationale. L'espionnage, répéta Derek d'une voix brisée. Je suis un policier. Je sers ma communauté. Jamais je. Tu sers une petite ville perdue au milieu de nulle part. Le coupa le capitaine Rodriguez. Tu mets des amendes pour excès de vitesse et tu arrêtes des étudiants ivres. Tu n'as aucune formation en droit fédéral. Aucune compréhension des protocoles militaires. Et apparemment, aucun bon sens. Quand il s'agit d'enquêter sur des faits qui dépassent ta juridiction. Le mépris dans sa voix était chirurgical. Précis, conçu pour transpercer l'ego de Derek. Et révéler la réalité de sa situation. Un flic de village qui avait cru pouvoir jouer dans la cour des grands. Et qui découvrait qu'il ne connaissait même pas les règles du jeu. Oncle Martin retrouva enfin sa voix. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Je veux dire, pour Derek, pour la famille. Le colonel Richardson échangea un regard avec les autres officiers. Une communication silencieuse. Faite de protocoles et de procédures. Que les Montgomery ne comprendraient jamais. Ça dépend, dit-il enfin. De plusieurs facteurs. L'ampleur des dégâts sur les opérations en cours. Les préférences de la générale sur les poursuites à engager. Et la capacité de la police locale à garder le silence. Sur des informations classifiées auxquelles elle n'aurait jamais dû avoir accès. Discrétion. Le mot resta suspendu dans l'air. Comme une menace et une bouée de sauvetage à la fois. On leur faisait comprendre que le fait d'en savoir autant sur ma vraie identité. Mon vrai travail? Les opérations dont ils venaient d'avoir connaissance. Tout cela était maintenant classifié. Et ils devaient porter ce secret sans jamais le comprendre vraiment. Vous voulez dire qu'on ne peut pas en parler? Demanda Jasmine à voix basse. Qu'on ne peut le dire à personne, même pas à nos proches. Vous ne pouvez rien dire à personne, confirma la commandante Blackstone. Ni à vos amis, ni à vos collègues, ni à vos conjoints absents aujourd'hui. Ce que vous avez vu ici aujourd'hui est classé à un niveau qui entraînerait des poursuites fédérales en cas de divulgation. L'ironie était parfaite et cruelle. Pendant 7 ans, je n'avais pas pu parler de ma vraie vie. À cause des habilitations de sécurité qu'il n'avait pas. Et maintenant qu'il connaissait la vérité. Eux non plus ne pouvaient en parler pour exactement la même raison. Derek regardait ses mains. Les photos éparpillées à ses pieds. Les restes de ses soupçons et de sa carrière. Mon travail, murmura-t-il. Mon service, ils vont devoir être informés. Il y aura une enquête, des rapports. Des questions auxquelles je ne pourrai pas répondre. Ton travail, dit le colonel Richardson, d'un ton définitif. C'est fini. À partir de maintenant, vous êtes suspendu, en attente d'enquête fédérale. Votre habilitation de sécurité, ce qu'il en restait, est révoquée. Votre accès aux bases de données des forces de l'ordre est supprimé. Et franchement, sergent, vous devriez vous estimer heureux si le chômage est la pire conséquence que vous subissez. La femme qui m'avait élevé. Qui m'avait appris la dignité et la grâce sous pression. Prit enfin la parole. Et quelqu'un peut-il me dire, s'il vous plaît? Demanda Mamie Rose avec sa voix redevenue forte.
Depuis combien de temps ma petite fille est en danger? Depuis combien de temps fait-elle ce travail qui nécessite des gardes armés et des équipes de sécurité? La commandante Blackstone me regarda, cherchant mon accord du regard. J'hochai légèrement la tête. 7 ans, madame, dit-elle. Depuis sa sortie de l'académie. Elle a servi dans certaines des missions les plus dangereuses de l'armée. Sur certains des postes les plus sensibles du gouvernement. Le travail qu'elle fait. C'est le genre de travail qui protège les Américains de menaces dont ils n'entendront jamais parler. Rose me regarda. Et cette fois, elle me regarda vraiment. Elle ne voyait plus la petite fille mystérieuse qui ne parlait jamais de son travail. Mais la femme qui portait le poids de la sécurité nationale. Sur ses épaules depuis l'âge de 25 ans. Et on l'a remise en question, dit-elle doucement. On a douté d'elle. On a laissé Derek l'arrêter dans ma salle à manger. Alors qu'elle faisait exactement ce qu'elle était censée faire. La culpabilité dans sa voix était déchirante. Parce qu'elle n'était pas méritée. Ils avaient douté de moi parce que je ne pouvais pas leur dire la vérité. Parce que j'avais choisi de les protéger. De connaissances qui auraient pu faire d'eux des cibles. Plutôt que de les charger de secrets qu'ils n'auraient pas pu partager. Mais Derek, lui, avait fait un autre choix. Il avait choisi la suspicion au lieu de la confiance. L'enquête au lieu de la foi. L'humiliation publique au lieu d'une conversation privée. Et maintenant il apprenait que les choix ont des conséquences. Surtout quand ces choix concernent des personnes dont l'importance dépasse tout ce qu'il est capable de comprendre. La première tentative est arrivée 3 jours plus tard. Mais elle n'a pas été faite par Derek lui-même. Elle a été transmise par l'oncle Martin. Qui est apparu dans mes quartiers temporaires à Fort Harrington. Avec l'air d'un homme qui avait vieilli de 10 ans en 72 heures. Aria, ma chérie, dit-il en restant maladroitement debout. À la porte de ce qui était essentiellement un appartement de luxe. Fourni par l'armée aux officiers de mon rang. On peut parler de Derek, de ce qui s'est passé. Et peut-être trouver un moyen d'aller de l'avant. Je l'ai laissé entrer parce que Martin avait toujours été le médiateur de la famille. Celui qui calmait les disputes pendant les fêtes. Et négociait des trêves entre cousins fâchés. Il avait de bonnes intentions. Mais il croyait à tort qu'il s'agissait simplement d'un conflit familial. Que de bonnes intentions et des compromis pouvaient résoudre. C'est Derek qui t'a demandé de venir, dis-je. En lui servant un café avec la machine standard dans mes quartiers depuis la mise à jour de sécurité. Ce n'était pas une question. Martin acquiesça. S'installant dans le fauteuil en cuir en face de mon bureau. Comme s'il entrait dans un pays étranger dont il ne parlait pas la langue. Il ne va pas bien, Aria. Il n'a pas dormi depuis dimanche. Il ne mange plus. Il a été suspendu de la police. Et des enquêteurs fédéraux examinent toute sa carrière. Revoyant chaque dossier sur lequel il a travaillé. Le café était amer. Mais je continuais à en boire. Parce que j'avais besoin d'occuper mes mains. Pendant que Martin livrait ce qui était clairement une plaidoirie répétée pour qu'on lui accorde de la clémence. Il sait qu'il a fait une erreur, continua Martin. Une erreur terrible. Vraiment terrible. Mais c'est de la famille. Aria, c'est ton frère. Et il demande, il supplie qu'on lui donne une chance de s'excuser, de réparer ça d'une manière ou d'une autre. Réparer. Je posai ma tasse plus fort que nécessaire. Martin, il m'a menotté devant toute la famille. Il m'a accusé de crimes fédéraux. De vol d'honneur. D'être une fraude qui profitait de l'amour de grand-mère Rose. Il a monté un dossier de surveillance contre moi. Comme si j'étais une terroriste. Comment, exactement, on répare ça? Martin frissonna en entendant le mot terroriste. Sûrement parce que c'est exactement ce que l'enquête de Derek ressemblait aux yeux des agents fédéraux. Qui examinait maintenant ces dossiers. Et il pensait qu'il protégeait la famille. Il pensait qu'il allait enfin prouver que sa sœur si brillante était en réalité un échec, comme lui. Les mots sortirent plus tranchants que je ne l'avais voulu. Mais la vérité est souvent comme ça. Ce n'était pas une question de protection, Martin. C'était l'ego de Derek. La jalousie de Derek. Le besoin de Derek de me rabaisser à une taille qu'il pouvait supporter. Le silence s'installa entre nous. Rempli du bourdonnement des ordinateurs sécurisés. Et du bruit lointain des avions militaires.
nous rappelant tous les deux à quel point nous étions loin du monde. Des repas en famille et des barbecues du dimanche. Il fait face à des accusations fédérales, Aria, dit Martin à voix basse. De la prison, la fin de sa carrière. Sa pension, tout ce pourquoi il a travaillé. Sa femme parle de divorce. Ses enfants ne comprennent pas pourquoi papa ne peut pas rentrer à la maison. Toute la famille, on est en train de s'effondrer. Je sentis un poids familier dans ma poitrine. Le même poids que j'avais porté pendant 3 missions. Et d'innombrables opérations classifiées. Le poids de devoir prendre des décisions. Qui changeraient la vie de personne. Qui ne pourrait jamais comprendre. Mais cette fois. Il ne s'agissait pas d'ennemis ou d'agents étrangers. C'était ma propre famille. Et qu'est-ce que Derek demande exactement, dis-je enfin. Martin se pencha en avant comme un homme. Qui s'accroche à une bouée de sauvetage. Et il veut te voir. Juste vous deux. Sans avocat, sans agents fédéraux, sans autres membres de la famille. Il veut vraiment s'excuser. Et te demander s'il y a un moyen, n'importe lequel, pour que tu envisages de ne pas porter plainte. La demande resta suspendue dans l'air comme la fumée d'une grenade. Dangereuse et impossible à ignorer. Derek voulait la clémence. De la sœur qu'il avait essayé de détruire. Le pardon de la femme qu'il avait menottée pour avoir été exactement ce qu'elle disait être. Et si je refuse? Alors il va en prison, dit simplement Martin. Probablement pour longtemps. Et notre famille devra apprendre à vivre. Avec le fait qu'on s'est détruit nous-mêmes lors d'un dîner du dimanche. Les appels téléphoniques ont commencé ce soir-là. Pas de Derek lui-même. Il était probablement sous ordre de ne pas me contacter. Mais de tous les autres. Tante Hélène, avec une voix tremblante de culpabilité et de désespoir. Cousine Rebecca, qui comprenait soudain que le drame qu'elle voulait publier sur les réseaux sociaux était en fait la vraie vie de quelqu'un. Jasmine pleurant pour ses enfants. Qui demandait pourquoi tonton Derek avait l'air si triste. Et pourquoi cousine Aria ne venait plus aux réunions de famille. Chaque conversation suivait le même schéma. La surprise en apprenant qui j'étais vraiment. La culpabilité de ne pas m'avoir cru. Et une supplique désespérée pour arranger ce que Derek avait brisé. On parlait de loyauté familiale. De pardon. De l'importance des liens du sang et des secondes chances. Mais ce qu'aucun d'eux ne comprenait, c'est que les actions de Derek avaient des conséquences qui dépassaient notre cercle familial. L'enquête fédérale n'était pas quelque chose que je pouvais faire annuler avec un coup de fil. La brèche de sécurité qu'il avait causée, en surveillant un agent classifié, n'allait pas disparaître juste parce qu'on était de la même famille. Le tort causé au protocole militaire et aux opérations de renseignement ne pouvait pas être effacé avec des excuses et une promesse de « je ferai mieux ». L'appel de Mamie Rose est arrivé vendredi soir. Sa voix plus forte que jamais. « Aria, ma chérie, il faut que tu m'écoutes, dit-elle sans détour. J'ai vécu 87 ans sur cette terre. Et j'ai appris que garder de la rancune fait plus de mal à celui qui la garde qu'à celui qui la reçoit. Derek a fait une terrible erreur. Mais il reste ton frère. Il reste mon petit-fils. Et cette famille a plus besoin de guérison que de justice. Grand-mère, dis-je doucement. Ce n'est pas une question de rancune. C'est une question de loi fédérale. De sécurité militaire. C'est une question d'une famille qui est en train de se détruire elle-même. Me coupa-t-elle avec l'autorité d'une femme qui avait élevé 3 générations de Montgomery. C'est une question d'enfants qui ne grandiront pas en connaissant leur oncle. De fait de familles qui ne seront plus jamais les mêmes. D'un frère et d'une sœur qui ont laissé la fierté et l'incompréhension détruire quelque chose qu'il avait fallu 32 ans à construire. Ces mots portaient le poids de décennies d'histoire familiale bien avant que Derek et moi ne soyons nés. Mais ils portaient aussi le poids de l'innocence d'une femme qui croyait encore que l'amour familial pouvait surpasser les crimes fédéraux et les violations de sécurité. Et qu'est-ce que tu me demandes de faire, mamie? Je te demande de te rappeler que Derek n'est pas ton ennemi, dit-elle. C'est un idiot qui a fait une erreur catastrophique. Mais ce n'est pas quelqu'un de mauvais. Ce n'est pas un génie criminel. C'est ton frère. Un homme jaloux.
Il a été stupide et orgueilleux. Et maintenant il paie un prix qui pourrait le détruire. La ligne resta silencieuse. Sauf pour sa respiration ferme et décidée. Même à 87 ans. Je te demande de le rencontrer, dit-elle enfin. Juste une fois. Juste le temps de le regarder dans les yeux. Et de décider si l'homme qui t'a arrêté vaut la peine d'être sauvé. Cette nuit-là. Je me suis assise dans mes quartiers. Entouré de dossiers classifiés et d'évaluations stratégiques. Prenant des décisions concernant des opérations. Qui allaient affecter des milliers de personnes sur plusieurs continents. Mais la décision la plus difficile sur mon bureau. Était un simple post-it jaune avec un numéro de téléphone et un message. Derek Montgomery demande une réunion urgente, à traiter en priorité. Mon frère. Celui qui avait passé des mois à monter un dossier contre moi. Qui m'avait menotté devant notre famille. Qui m'avait accusé d'être tout ce que j'avais passé 7 ans à prouver que je n'étais pas. Demandait maintenant la clémence. De la femme qu'il avait tenté de détruire. Et j'avais 48 heures pour décider. Si la famille Montgomery valait la peine d'être sauvée d'elle-même. J'ai choisi l'endroit de la rencontre avec soin. La salle de conférence Alpha de Fort Harrington. Un espace conçu pour informer les dignitaires étrangers. Et les hauts gradés de l'armée. Des fenêtres du sol au plafond donnaient sur le terrain de parade où les soldats s'entraînaient tous les jours. Une vue qui rappellerait à Derek exactement où il se trouvait et avec qui il avait rendez-vous. La salle elle-même était intimidante par sa conception, une table en acajou poli. Des portraits militaires accrochés au mur, un drapeau américain dans un coin. Qui avait flotté au-dessus de zones de combat dont je ne pouvais même pas parler en sa présence. Derek arriva escorté par 2 agents fédéraux. Non pas parce qu'il était considéré comme dangereux. Mais parce qu'il représentait désormais un risque pour la sécurité. Et que chacun de ses mouvements devait être surveillé. Il portait des vêtements civils, un costume bon marché. Qui semblait venir d'une liquidation de grands magasins. Très loin de l'uniforme de policier qu'il portait encore fièrement quelques jours plus tôt. Le contraste était volontaire de ma part. Je m'étais assise en bout de table avec mon uniforme de cérémonie bleu. Chaque ruban et médaille bien placés. Ayant l'air de ce que j'étais, une générale. En train de mener des affaires officielles. Les agents fédéraux s'étaient placés près de la porte. Mais étaient restés dans la pièce. Ce n'était pas une conversation privée de famille. C'était un briefing militaire classé. Avec un civil qui avait compromis la sécurité nationale. Derek devait comprendre cette différence. Dès l'instant où il entrait. Là, asseyez-vous, monsieur Montgomery, dis-je. En utilisant son titre civil au lieu de son grade de policier suspendu. La formalité n'était pas de la cruauté, c'était de la clarté. Les jours où il pouvait m'appeler sa petite sœur. Et espérer des privilèges familiaux étaient révolus. Derek s'assit en face de moi. Ses mains tremblaient légèrement pendant qu'il les croisait sur la table. De près, je voyais qu'il avait perdu du poids. Je voyais les cernes sous ses yeux. Et comment le col de sa chemise lui était devenu trop large. Le policier sûr de lui qui m'avait menotté. Avait disparu, remplacé par un homme vidé de l'intérieur. Merci de me recevoir, commença-t-il, la voix à peine plus forte qu'un murmure. Je sais que je ne le mérite pas. Mais tu ne le mérites pas, l'interrompis-je. Ma voix portait l'autorité. Que j'avais acquise en commandant des soldats dans des zones de guerre. Mais tu ne mérites pas cette rencontre? Pas cette opportunité. Ni aucune considération en dehors de ce que la loi fédérale exige. Mais grand-mère Rose m'a demandé de te regarder dans les yeux. Avant que je prenne ma décision finale concernant ton avenir. Alors nous y voilà. Mes paroles le frappèrent comme des coups. Je le vis frissonner. Je le vis comprendre que la sœur avec qui il avait grandi. Celle qui l'aidait à faire ses devoirs et le couvrait quand il enfreignait le couvre-feu. N'existait plus. À sa place se tenait une générale. Qui avait ordonné des frappes aériennes et géré des réseaux de renseignement. Quelqu'un pour qui sa chute n'était qu'une décision stratégique de plus. J'ai besoin que tu comprennes quelque chose avant de continuer, repris-je. En sortant un dossier classifié que je posais entre nous sur la table. La couverture comportait suffisamment de marques officielles. Pour montrer que ce n'était plus une affaire familiale. Cette réunion est enregistrée. Tout ce que tu diras sera examiné par des enquêteurs fédéraux. Tout ce que tu admettras sera utilisé pour décider de ton inculpation.
Tu comprends? Derek acquiesça. Sa pomme d'Adam bougea pendant qu'il avalait avec difficulté. J'ai besoin d'une confirmation verbale, monsieur Montgomery. Oui, je comprends. J'ouvris le dossier, révélant des photos et documents qui montraient l'ampleur de sa surveillance contre moi. Des captures d'écran de ses recherches sur ordinateur. Des copies de photos qu'il avait prises. Des transcriptions d'appels où il discutait de ses soupçons avec d'autres policiers. L'enquête fédérale avait été complète, montrant un comportement qui allait bien au-delà des accusations faites lors du dîner du dimanche. « Parle-moi de ça », dis-je, en faisant glisser une des photos de surveillance vers lui. On m'y voyait sortant du Pentagone après un briefing classifié, prise avec un téléobjectif depuis une distance importante. « Explique-moi comment tu as obtenu cette image. » Derek regarda la photo comme si elle prouvait les crimes de quelqu'un d'autre. « J'ai engagé un détective privé. Quelqu'un spécialisé dans les fraudes à l'assurance. Je lui ai dit que je pensais que tu vivais au-dessus de tes moyens. Peut-être impliqué dans une arnaque. Mais tu as engagé des civils pour surveiller une officier du renseignement militaire. » Ma voix resta calme, professionnelle. Mais les implications flottaient dans l'air comme un gaz toxique. « Mais tu comprends ce que cela signifie pour la sécurité nationale? » Je ne le savais pas, murmura Derek. Je te jure devant Dieu. Aria, je ne savais pas qui tu étais vraiment. Mon nom, dis-je froidement, c'est Général Montgomery. Et ton ignorance n'est pas une excuse. C'est une accusation. Un policier compétent qui soupçonne un crime fédéral aurait contacté les agences fédérales. Un professionnel responsable aurait vérifié la compétence juridique avant d'arrêter quelqu'un. Tu n'as fait ni l'un ni l'autre. Je sortis un autre document. Il montrait les relevés financiers de son détective privé. Un homme avec des liens avec des ressortissants étrangers. Et un passé de vente d'informations au plus offrant. Ton détective a vendu des renseignements sur mes déplacements à des parties inconnues. À cause de ton enquête amateur. Des agents étrangers hostiles ont désormais des informations détaillées sur mes habitudes, mon adresse, ma vie privée. Tu comprends ce que cela signifie pour ma sécurité et celle de mes opérations? Le visage de Derek devint gris. Je ne savais pas, dit-il. Il m'a dit qu'il était un ancien militaire. Il a dit qu'il comprenait la sécurité opérationnelle. Il a menti. Comme tu as menti quand tu as dit à notre famille que tu les protégeais. Comme tu as menti en disant que tout ça concernait un vol d'honneur. Alors que c'était de la jalousie. Et du ressentiment envers une sœur dont tu ne pouvais ni comprendre ni accepter le succès. Le silence s'étira entre nous. Seulement brisé par le bruit lointain des exercices militaires dehors. Des soldats apprenant à obéir aux ordres. À faire confiance à leur hiérarchie. À placer la mission au-dessus des émotions personnelles. Tout ce que Derek n'avait pas fait. « Et qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» demanda enfin Derek. Sa voix brisée comme quand on était enfant. Et qu'on l'attrapait à mentir pour des choses qui semblaient graves à l'époque. Mais qui étaient insignifiantes comparées à ça. « Je veux que tu comprennes ce que tu as causé, dis-je. En refermant le dossier d'un claquement sec. 3 opérations de renseignement en cours ont été compromises. Et ont dû être arrêtées. 18 mois de travail de plus de 40 professionnels du renseignement perdus. 2 agents étrangers qui nous faisaient confiance pour donner des informations essentielles. Ils sont morts parce que leurs couvertures ont été découvertes. Quand nous avons dû les exfiltrer d'urgence. Chaque fait frappait comme un coup. La respiration de Derek devenait plus difficile à chaque révélation. Chaque conséquence dépassant largement notre drame familial. Je veux que tu comprennes que tes actions ne m'ont pas juste humilié au dîner du dimanche. Elles n'ont pas juste abîmé nos relations familiales. Elles ont causé des morts, Derek. Des gens qui aidaient à protéger des Américains sont morts. Parce que tu ne supportais pas d'avoir une sœur qui réussissait. Derek pleurait maintenant. Des larmes silencieuses qu'il ne prenait même pas la peine d'essuyer. Et qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux réparer ça? Dis-moi comment je peux réparer ça. Je me levai. Mon uniforme de cérémonie bleu, net et autoritaire. Face à cet homme brisé. Qui avait été un jour mon grand frère. Mais tu ne peux pas réparer ça, monsieur Montgomery. Tu ne peux pas ramener les morts.
Tu ne peux pas annuler les pertes de renseignements. Tu ne peux pas effacer les failles de sécurité. Je marchais vers la fenêtre, regardant les soldats, qui comprenaient le devoir et le sacrifice, et qui ne compromettraient jamais leur mission pour des rancunes personnelles. Mais tu peux faire une chose, dis-je sans me retourner. Mais tu peux assumer ta responsabilité. Pleinement. Sans excuse sur des malentendus. Ou la loyauté familiale. Ou la protection de qui que ce soit. Tu peux admettre que tu as compromis la sécurité nationale. Parce que tu étais jaloux du succès de ta sœur. Et trop orgueilleux pour mener une enquête correcte. Quand je me suis retourné pour le regarder, Derek regardait ses mains. L'alliance de mariage qui pourrait ne plus signifier grand-chose encore longtemps. L'avenir qu'il avait lui-même détruit par ses propres choix. Et ensuite j'ai parlé, en revenant à ma chaise. Avec l'attitude de quelqu'un habitué à prendre des décisions de vie ou de mort. Tu peux accepter les conséquences que les procureurs fédéraux jugeront appropriées pour tes crimes. Sans appel, sans intervention familiale. Sans demander à la femme que tu as tenté de détruire de te sauver de toi-même. La réunion était terminée. J'avais regardé Derek dans les yeux, comme grand-mère Rose me l'avait demandé. Et ce que j'avais vu, c'était un homme qui avait choisi de détruire plutôt que de construire. Qui avait préféré le doute à la confiance. Qui avait mis son ego avant la sécurité de sa propre famille. Le pouvoir dans cette pièce avait complètement changé. Derek, qui portait l'autorité comme une armure quelques jours plus tôt, était maintenant assis, abattu et diminué. Moi, qui avais porté les menottes et l'humiliation devant notre famille. Je tenais désormais son avenir entre mes mains. Avec la même sérénité que lorsque j'autorisais une autre opération militaire. La seule question qui restait était de savoir si la miséricorde ou la justice servirait mieux la sécurité nationale. La nouvelle éclata un mardi matin, 3 semaines après l'arrestation de Derek. Alors que je lisais des rapports de renseignement dans mon bureau à Fort Harrington. Mon assistante, la lieutenant-colonel Patricia Hay, frappa à ma porte. Avec une expression que je ne lui avais jamais vue auparavant. Quelque chose entre la surprise et l'inquiétude. « Général, vous devez voir ça », dit-elle en me tendant une tablette. Qui affichait la une du Washington Herald. C'est tombé en direct il y a 20 minutes. Les gros titres s'étalaient à l'écran en lettres grasses. Comme si elles pulsaient avec leur propre autorité. Une générale décorée arrêtée par son frère lors d'un dîner de famille. Une enquête fédérale révèle l'ignorance choquante d'un policier de province. Sur la carrière militaire de sa sœur. En dessous, il y avait une photo que je reconnus immédiatement. Moi en uniforme de cérémonie bleue, lors de la cérémonie du Pentagone l'année dernière. En train de recevoir la médaille du service supérieur de la défense. Des mains du secrétaire à la défense en personne. Mais ce n'était pas n'importe quelle photo. C'était le portrait officiel qui est affiché dans les salles de briefing classifiées. Celui qui montre chaque ruban, chaque décoration. Chaque symbole de 7 ans de service que Derek avait traité comme des bijoux fantaisie. Comment ont-ils obtenu ça, demandai-je. Même si je soupçonnais déjà la réponse. Des journalistes militaires fouinaient dans cette histoire depuis que l'arrestation de Derek avait causé un choc dans les milieux de la police fédérale. Un simple sergent de police arrêtant une générale. Pour s'être fait passer pour elle-même. C'était trop étrange, trop ironique, trop parfaitement symbolique. De l'ignorance civile envers l'armée pour que ça reste secret éternellement. Les affaires publiques du Pentagone ont autorisé la publication, expliqua Patricia. L'histoire allait sortir de toute façon, trop de gens étaient au courant. Mieux vaut contrôler le récit que laisser les rumeurs et les spéculations prendre le dessus. Je fis défiler l'article, voyant comment 7 ans de ma carrière classifiée étaient maintenant rendus publics dans des détails soigneusement filtrés. Le journaliste avait clairement eu accès à mon dossier de service non classifié. Les parties de mon parcours qu'on pouvait raconter sans compromettre les missions actuelles. La générale Aria Montgomery, 32 ans. A servi avec distinction dans de multiples zones de combat. Et occupe actuellement l'un des postes les plus sensibles du renseignement militaire. Disait l'article. Ses accomplissements incluent. Être sorti 2e de sa promotion à la prestigieuse école des Rangers. Avoir commandé une unité de renseignement de niveau brigade en Afghanistan. Et développer des protocoles stratégiques ayant permis d'éviter plusieurs attentats terroristes sur le sol américain.
Chaque paragraphe me semblait à la fois une récompense et une violation. C'étaient des réussites que je n'avais jamais pu partager avec ma famille. Des accomplissements que j'avais portés en silence pendant des années. Tandis qu'il remettait en question ma mystérieuse carrière. Et que Derek bâtissait son dossier contre mon existence soi-disant frauduleuse. L'arrestation a eu lieu lors d'un dîner de famille. Dans la maison de la grand-mère Montgomery, âgée de 87 ans, à Willowbrook. Poursuivait l'article. Selon des sources fédérales. Le sergent Derek Montgomery avait mené des mois de surveillance sur sa sœur. Convaincu qu'elle se faisait passer pour une militaire. Basé sur ce qu'il qualifiait de comportement suspect. Et d'absence d'emploi vérifiable. Mon téléphone se mit aussitôt à sonner. Le premier appel venait du général Marcus Steinberg. Mon ancien supérieur en Afghanistan. Sa voix exprimait un mélange d'incrédulité et de colère à peine contenue. Celle qu'il réservait aux politiciens qui remettaient en cause les stratégies militaires. Aria, je viens de voir l'article du Herald. S'il te plaît, dis-moi que c'est une mauvaise blague. Dis-moi qu'un sergent de police ne t'a pas vraiment arrêté. Pour être exactement ce que tu es. Ce n'est pas une blague, monsieur. Et c'est encore pire. La surveillance qu'il a faite a compromis 3 opérations. Et causé la mort de 2 agents. Le silence au bout du fil dura assez longtemps. Pour que je l'entende digérer toutes les conséquences. Bon sang. Comment cela n'est-il pas en une partout? Ça va l'être, répondis-je, voyant de nouvelles notifications s'afficher sur mon écran. Alors que l'histoire se répandait sur les réseaux sociaux et les sites d'infos. Le Pentagone contrôle la diffusion. Mais les faits de base sont désormais publics. À midi, mon histoire était en tendance sur toutes les plateformes sociales. Le hashtag Général Montgomery était devenu un cri de ralliement. Pour les femmes militaires. Pour les frères et sœurs éclipsés par la réussite d'un proche. Pour tous ceux à qui on avait déjà dit qu'ils ne valaient rien. Par ceux qui auraient dû mieux les connaître. Les sections de commentaires étaient pleines d'indignation. D'incrédulité et de témoignages d'autres soldats. Ayant eux aussi affronté le scepticisme de leur propre famille. Les appels arrivèrent de producteurs télé, d'historiens militaires. De groupes de défense des femmes. Qui voulaient utiliser mon histoire comme exemple. Des barrières invisibles que les femmes militaires affrontent encore. Chaque appel me donnait l'impression qu'on m'arrachait une autre couche de vie privée. Soigneusement protégée. Mais c'était aussi une reconnaissance que je n'avais jamais pu réclamer. CNN diffusa l'histoire comme son sujet principal à 18h. Avec la correspondante militaire Barbara Starr. Qui apporta un contexte rendant les actions de Derek encore plus absurdes. Pour comprendre l'ampleur de cette erreur, expliqua Starr à une audience nationale. Imaginez un agent de sécurité d'un centre commercial. Arrêtant la PDG de la société propriétaire du centre. Pour avoir soi-disant pénétré sans autorisation dans ses propres bureaux. La générale Montgomery ne surpasse pas seulement son frère en grade. Elle évolue dans un univers totalement différent d'autorité et de responsabilité. La chaîne avait obtenu des images de sécurité du Pentagone. Où on me voyait entrer dans le bâtiment pour des réunions de haut niveau. Passant devant des gardes qui se mettaient au garde-à-vous en me voyant. Le contraste visuel entre les accusations de Derek et la réalité de ma position était brutalement clair. Le soir même, l'histoire avait gagné les médias internationaux. La BBC publia un article intitulé « Un policier américain arrête sa sœur et découvre qu'elle est plus gradée que tout son service ». Le Monde qualifiait cette histoire de symbole parfait. De la déconnexion entre armée et société civile aux États-Unis. Même les médias d'État chinois relayèrent l'affaire. Pour critiquer la formation des forces de l'ordre américaines. Mais la couverture la plus marquante vint du Military Times. Le journal que les vrais militaires lisent et respectent. Son éditorial s'intitulait « Quand ton frère ne reconnaît pas ton service ». Et il s'adressait directement aux milliers de familles de militaires. Qui vivent des malentendus similaires. L'histoire de la générale Montgomery n'est pas unique dans sa dynamique familiale, disait l'éditorial. Ce qui est unique, c'est à quel point son humiliation est devenue publique. Et à quel point elle illustre clairement l'écart entre la réalité militaire et la perception civile. Combien d'autres officiers décorés se sont assis à la table familiale. Incapables d'expliquer leur importance, leur sacrifice, leur réussite. Parce que leur travail exige le silence qui nous protège tous.
L'éditorial est devenu viral dans les communautés militaires. Partagé par des milliers de soldats qui avaient vécu leur propre version de l'ignorance de Derek. Les commentaires étaient remplis d'histoires de parents qui ne comprenaient pas les horaires de déploiement, de frères qui doutaient de la valeur du service militaire, de conjoints qui étaient partis car ils ne supportaient pas le secret entourant les missions classées. Ma grand-mère m'a appelé ce soir-là. Sa voix était plus forte que je ne l'avais entendue depuis l'arrestation. Aria, ma chérie, j'ai reçu des appels toute la journée. Des journalistes, des voisins, des gens de l'église. Tous veulent savoir à propos de toi, de ce qui s'est vraiment passé, de qui tu es vraiment. Elle a fait une pause et j'ai entendu la télé en fond sonore. Probablement en train de montrer mon histoire au journal du soir. Je leur ai tous dit la même chose, dit-elle. Je leur ai dit, tu as toujours été exactement celle que tu disais être. C'est juste que nous n'avons pas été assez intelligents pour t'écouter. Cette reconnaissance m'a bouleversé après des années à garder mes secrets seuls. Mais elle me semblait aussi incomplète. Car les personnes qui avaient le plus besoin de comprendre ma famille avaient eu besoin d'une enquête fédérale et d'une couverture médiatique nationale. Pour voir ce qui aurait dû être évident par l'amour et la confiance. Tard dans la nuit, j'ai reçu un message par voie officielle. Qui a éclipsé tout le reste. C'était un message des familles des 2 agents de renseignement. Morts parce que la surveillance de Derek avait compromis leur mission. Pas de colère ni d'accusation. Mais de la gratitude pour mon service. Et des condoléances pour ce que ma famille m'avait fait subir. Le général Montgomery, disait un message. Notre mari est mort en faisant ce qu'il croyait juste. En travaillant avec des Américains en qui il avait confiance. Nous voulons que vous sachiez que son sacrifice n'a pas été vain. Et le vôtre non plus. Le monde voit maintenant ce que nous avons toujours su. Les héros prennent plusieurs formes. Et parfois, ceux qui sont les plus proches d'eux sont les derniers à reconnaître leur bravoure. La reconnaissance venue de l'extérieur était complète, écrasante et douce amère. Le monde entier savait maintenant ce que Derek avait refusé de voir. Ce que ma famille avait été trop aveugle pour reconnaître. Ce que j'avais porté en silence pendant 7 ans. Mais la reconnaissance d'inconnus, aussi gratifiante soit-elle, ne pouvait pas réparer le mal causé par ceux qui auraient dû me connaître mieux. La lettre est arrivée sur papier. Avec l'entête officielle du ministère de la Justice. Livrée par un coursier à mon bureau. Un vendredi après-midi, alors que la tempête médiatique commençait enfin à se calmer. J'ai immédiatement reconnu le numéro de dossier. États-Unis contre Derek Montgomery. L'acte d'accusation fédérale qui avait occupé le dernier mois de ma vie. Et détruit ce qui restait des illusions de ma famille sur elle-même. La procureure fédérale adjointe Rebecca Chen avait joint une note personnelle aux documents officiels. Général Montgomery. L'accusé a demandé une réunion pour négocier un plaidoyer de culpabilité. Il demande à vous parler avant de finaliser son accord. Bien que cela soit très inhabituel. Étant donné les circonstances uniques de cette affaire, nous sommes prêts à accepter cette demande si vous y consentez. Veuillez nous informer. Derek voulait une dernière conversation. Avant d'assumer la responsabilité de ce qu'il avait fait. Une dernière chance de s'expliquer, de demander de la compréhension. D'une manière ou d'une autre, combler le fossé. Entre le frère qui m'avait élevé. Et l'homme qui m'avait menotté devant toute notre famille. La demande me semblait à la fois raisonnable et insultante. Raisonnable, parce qu'il risquait 15 ans de prison fédérale. Insultante, car il croyait toujours que ses sentiments étaient plus importants que les conséquences de ses actes. J'ai fixé la réunion pour le mardi suivant. Dans la même salle de conférence que notre rencontre précédente. Mais cette fois, l'avocat de Derek serait présent. Ainsi que les procureurs fédéraux et un greffier judiciaire. Ce n'était pas une affaire de famille déguisée en procédure officielle. C'était une procédure officielle, qui impliquait par hasard la famille. Derek avait l'air pire qu'avant. Le costume bon marché avait été remplacé par une tenue orange de prisonnier. L'assurance de l'agent de police avait complètement disparu. Ses mains tremblaient pendant qu'il signait une renonciation. Reconnaissant que tout ce qu'il dirait pourrait influencer sa peine. Que cette conversation ferait partie du dossier juridique. Et que la sœur qu'il avait arrêtée décidait désormais de son sort. Merci d'être venu, dit-il. Sa voix à peine audible dans la salle froide.
Je sais que je n'ai plus le droit de te demander quoi que ce soit. Mais tu ne l'as pas, répondis-je, en m'asseyant en face de lui avec la même posture militaire que j'avais maintenue pendant toute cette épreuve. Mais les procureurs pensent que cette conversation pourrait nous apporter à tous les deux une forme de clôture avant le verdict. Je suis ici uniquement dans ce but. L'avocat de Derek, un jeune commis d'office, visiblement dépassé par la dimension fédérale du dossier, tripotait nerveusement ses papiers. Général Montgomery. Mon client souhaite exprimer ses regrets et assumer l'entière responsabilité de ses actes. Il est prêt à plaider coupable à tous les chefs d'accusation, sans chercher à minimiser sa faute. Je comprends que c'est sa stratégie légale, répondis-je. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il pense que j'ai besoin d'entendre ses regrets en personne. Derek se pencha en avant, les yeux rouges de fatigue. Et peut-être d'un vrai remords. Parce que j'ai besoin que tu saches que quand je t'ai menotté dans la salle à manger de grand-mère, quand je t'ai accusé d'être une fraude, quand je t'ai traité de menteuse devant toute la famille, je ne pensais pas à ta sécurité, ni à ton service, ni à rien d'autre qu'à mon propre orgueil. L'aveu resta suspendu dans l'air comme une confession brute et douloureuse par son honnêteté. J'étais jaloux, Aria. J'étais jaloux que tu aies trouvé un vrai sens à ta vie, pendant que moi je mettais des PV à Willowbrook. J'étais jaloux de ton argent, de ta liberté, du respect que je n'aurais jamais. J'étais jaloux que grand-mère Rose te regarde comme si tu étais spécial, alors que moi, je n'étais qu'ordinaire. Je m'attendais à des excuses vagues, des tentatives pour minimiser, pour mettre ça sur le compte de l'ignorance. Mais ce que j'entendais, c'était une vraie responsabilité. Une honnêteté qui arrivait trop tard pour changer les choses, mais qui montrait qu'il comprenait vraiment ce qu'il avait détruit. Alors tu as décidé de détruire ce que tu ne pouvais pas avoir. Je ne le disais pas comme une accusation, mais comme un constat qu'il fallait admettre. Mais tu t'es dit que si tu ne pouvais pas réussir, tu allais prouver que mon succès était une fraude. Oui. Le mot sortit comme un coup qu'il se donnait à lui-même. Et en faisant cela, je ne t'ai pas seulement blessé. Je n'ai pas seulement sali notre famille. J'ai tué des gens. Des gens dont je ne connaîtrai jamais le nom. Des gens qui ont fait confiance aux États-Unis, au point de nous aider, et sont morts parce que je ne supportais pas d'être le frère de ma sœur. Point. Les procureurs échangèrent un regard, reconnaissant que l'aveu de Derek était plus complet que celui de la plupart des accusés. Ce n'était pas un homme cherchant à réduire sa peine avec un faux remords. C'était quelqu'un qui comprenait enfin l'étendue de ce que ses jalousies avaient provoqué. L'enquête fédérale a révélé que ta surveillance n'a pas seulement compromis les opérations actuelles, mais aussi des opérations passées, dis-je, en sortant un résumé classifié et autorisé pour cette réunion. Les services de renseignement étrangers ont retracé les activités de ton sous-traitant jusqu'à 18 mois en arrière, identifiant des schémas qui leur ont permis de découvrir des agents et des opérations antérieures. Le bilan final est de 7 morts, Monsieur Montgomery. 7 personnes sont mortes parce que tu as engagé un détective privé corrompu pour prouver que ta sœur mentait sur sa carrière. Le visage de Derek est devenu blanc, puis gris, puis presque vert. 7 personnes. 7 personnes dont les familles ne sauront jamais pourquoi elles sont mortes, dont le sacrifice ne sera jamais reconnu publiquement, dont les enfants grandiront en croyant que leurs parents sont morts dans des accidents ou à cause de violences aléatoires. 7 personnes sont mortes à cause de ton ego. Le silence dans la pièce était assourdissant. Même le greffier avait arrêté d'écrire, ses doigts figés au-dessus des touches, incapable de saisir le poids de ce que nous étions en train de discuter. « Et qu'est-ce que tu veux de moi ?» demanda finalement Derek, sa voix se brisant comme lorsqu'on était enfant et qu'il avait cassé quelque chose de précieux. « Et qu'est-ce que je peux dire ou faire qui ferait une différence maintenant ?» Je me suis levé. Je me suis dirigé vers la fenêtre qui donnait sur le terrain d'entraînement, où les soldats s'entraînaient pour des missions que Derek ne comprendrait jamais. Et j'ai pris une décision qui se formait depuis le jour où il m'avait menotté. Je veux que tu arrêtes de demander pardon aux gens que tu as blessés, dis-je sans me retourner.
Je veux que tu arrêtes de croire que la loyauté familiale annule les crimes fédéraux. Je veux que tu arrêtes de penser qu'être mon frère te donne droit à un traitement différent de celui de n'importe quel autre criminel. Quand je me suis retourné pour le regarder, Derek pleurait. Pas des larmes silencieuses de remords, mais des sanglots laids et désespérés. De quelqu'un qui comprenait enfin que certains dommages ne peuvent jamais être réparés. Je recommande qu'il reçoive la peine maximale prévue par les directives fédérales, ai-je poursuivi. Ma voix portait l'autorité que j'avais apprise en ordonnant des frappes aériennes et en dirigeant des opérations de renseignement. 15 ans dans une prison fédérale, sans possibilité de libération anticipée, sans prise en compte des liens familiaux ou d'un éventuel service communautaire passé. L'avocat de Derek a tenté de s'opposer, mais j'ai levé la main, avec le genre de geste qui fait taire les conversations dans les salles de réunion du monde entier. Ce n'est pas de la vengeance, monsieur Montgomery, ce sont des conséquences. C'est ce qui arrive quand quelqu'un compromet la sécurité nationale. Parce qu'il ne peut pas gérer ses problèmes familiaux. C'est ce qui arrive quand la jalousie devient de la trahison. J'ai ramassé mes dossiers, prête à quitter cette pièce et cette conversation pour toujours. Cette famille ont perdu un être cher. Parce que tu voulais prouver que ta sœur était une menteuse. Ces familles méritent justice. Bien plus que toi tu ne mérites de la pitié. À la porte, je me suis arrêté. Pour une dernière déclaration. Qui fermerait ce chapitre de ma vie à jamais. Derek, je veux que tu comprennes quelque chose. Pendant que tu purges ta peine. Chaque jour que tu passeras dans une prison fédérale. Souviens-toi que c'est toi qui t'y ai mis. Pas les procureurs. Pas le juge. Pas les agents fédéraux qui ont enquêté sur tes crimes. Tu as choisi la surveillance plutôt que la confiance. Tu as choisi l'humiliation publique plutôt que la discussion privée. Tu as choisi de détruire plutôt que de construire. D'abattre plutôt que de célébrer. De punir plutôt que de protéger. J'ai ouvert la porte. Puis j'ai regardé une dernière fois l'homme brisé. Qui avait été autrefois mon grand frère. Et quand tu sortiras dans 15 ans. Si jamais tu sors. Ne me contacte pas. Ne contacte pas notre famille. N'attends ni réconciliation. Ni pardon. Ni même une reconnaissance que nous partageons le même sang. Tu as tué cette relation. Quand tu m'as menotté. Pour avoir été exactement celle que je t'avais dit que j'étais. La porte s'est fermée derrière moi. Avec une sensation de finalité. Qui ressemblait à de la justice. Derek Montgomery passerait les 15 prochaines années à apprendre ce que sont les conséquences. Quand on trahit quelqu'un. Qui a dédié sa vie à protéger des gens. Qui ne saurait jamais son nom. Et moi, je passerai le reste de ma carrière à m'assurer que ces erreurs ne coûtent plus jamais de vie. 2 ans plus tard, je me tenais sur le balcon de mon nouvel appartement à Alexandria, en Virginie. Je regardais le lever du soleil peindre le fleuve Potomac en or et en rouge foncé. La vue s'étendait au-delà de l'eau. Jusqu'au monument. Qui me rappelait chaque jour. Pourquoi mon travail comptait. Pourquoi les sacrifices valaient la peine. Pourquoi protéger des secrets. Signifiait parfois protéger les personnes qu'on aime. De vérités qu'elles ne pourraient pas supporter. L'appartement lui-même était un exemple de minimalisme contrôlé. Avec des meubles fournis par le gouvernement. Arrangés avec précision militaire. Des documents classifiés rangés dans un coffre. Que la plupart des gens prendraient pour une œuvre d'art moderne. Et des murs décorés de photos d'opérations. Dont je ne pourrais jamais parler. Mais que je n'oublierai jamais. C'était un espace qui reflétait exactement ce que j'étais devenu. Quelqu'un qui avait appris à construire une vie centrée sur le devoir. Plutôt que sur les relations. Sur la mission plutôt que sur la famille. Sur le service plutôt que sur les illusions confortables. Que la plupart des gens appellent l'amour. Ma routine du matin était devenue quelque chose. Qu'aucune des femmes qui allaient autrefois à des dîners familiaux. En espérant être acceptée ne reconnaîtrait. Je commençais chaque jour avec des rapports de renseignement. Venant de 3 continents. Je lisais les rapports nocturnes d'agents. Dont la vie dépendait de mes décisions. Et j'effectuais des analyses stratégiques.
Qui influençait la sécurité d'Américains? Qui ne connaîtrait jamais mon nom? Au moment où la plupart des gens choisissaient encore leur tenue pour aller au travail. J'avais déjà pris des décisions. Qui pouvait empêcher des attentats? Ou révéler des opérations étrangères? Depuis l'arrestation de Derek, mon travail s'était étendu. En partie parce que l'attention médiatique avait augmenté ma visibilité dans les cercles militaires. Mais surtout parce que la compétence mène toujours à plus de responsabilités. Je dirigeais maintenant une task force conjointe qui coordonnait les opérations de renseignement entre plusieurs agences. Je faisais des rapports au Conseil de sécurité nationale sur des menaces qui empêchaient d'autres généraux de dormir. Et je créais des protocoles qui seraient utilisés par de futures générations d'agents. Mais la vraie transformation n'était pas professionnelle. Elle était personnelle. La femme qui avait subi les menottes dans la salle à manger de sa grand-mère était devenue quelqu'un qui comprenait que la loyauté familiale est un luxe que les personnes dans ma position ne peuvent pas toujours se permettre. J'avais appris à construire des relations fondées sur le respect mutuel et une mission commune, plutôt que sur les liens du sang et les souvenirs d'enfance. J'ai découvert que ceux qui méritent vraiment de te connaître sont souvent ceux qui n'ont jamais douté de ta valeur. Ma famille choisie comprenait maintenant la colonelle Patricia Hiss, qui était devenue non seulement mon adjointe, mais aussi la sœur que je n'avais jamais eue. Quelqu'un qui comprenait le poids des secrets classifiés et partageait cet humour noir qui aide les officiers à rester sains d'esprit. La générale de division Sandra Clark, ma mentor et amie, qui m'avait appris que les femmes dans notre domaine devaient être 2 fois meilleures pour recevoir la moitié du crédit, mais que l'excellence était sa propre récompense. La capitaine Maria Santos, une jeune officier que je mentorais, qui me rappelait chaque jour que la prochaine génération de femmes militaires aurait moins de barrières, grâce aux batailles que nous avions menées en silence. Ces relations étaient fondées sur le choix, pas sur l'obligation, sur la confiance méritée, pas sur une loyauté supposée. Elles s'étaient construites dans des salles de réunion et sur des terrains de conflit, testés par des crises classifiées et des décisions stratégiques, renforcées par une compréhension commune de ce que signifie servir quelque chose de plus grand que soi. Quand ces femmes me regardaient, elles voyaient exactement ce que j'étais. Une générale, une dirigeante, une gardienne de secrets, qui protégeait les libertés que tant de gens prenaient pour acquises. La famille Montgomery avait essayé de reprendre contact plusieurs fois pendant les 2 années depuis la condamnation de Derek. L'oncle Martin appelait tous les quelques mois, sa voix pleine de l'espoir désespéré, de quelqu'un qui croyait que le temps pouvait guérir des blessures plus profondes qu'un simple malentendu. Tante Hélène envoyait des cartes de Noël avec des messages soigneusement neutres sur la famille, l'amour et le pardon. La cousine Yasmine me contactait via les réseaux sociaux, en partageant des photos de famille où l'on voyait un espace vide, là où j'aurais pu être si les choses avaient été différentes. Mais l'appel de grand-mère Rose, quand il est arrivé, était différent. Aria, ma chérie. Sa voix portait l'autorité de ses 89 ans. Et la sagesse de quelqu'un qui avait vu des familles s'élever et s'effondrer au fil des décennies de joie et de tragédie. Je t'appelle pour te dire quelque chose que j'aurais dû te dire il y a 2 ans. Et je t'appelle pour te demander quelque chose que je n'ai aucun droit de demander. J'attendais cette conversation depuis la condamnation de Derek. J'avais répété des réponses qui équilibraient le respect de son âge et la clarté de mes limites. Mais quelque chose dans son ton me disait que ce n'était pas une autre tentative de réconciliation familiale. Je veux que tu saches que je suis fier de toi, continua-t-elle. Pas parce que tu as réussi. Pas parce que tu as accompli des choses que je ne comprends pas. Mais parce que tu as choisi le devoir plutôt que le confort. Tu as choisi de protéger plutôt que d'être populaire. Tu as choisi de servir des gens qui ne te remercieront jamais, au lieu de faire plaisir à ceux qui ne t'ont jamais mérité. Ces mots m'ont touché plus que je ne le pensais.
portant la reconnaissance de l'unique membre de la famille, dont la vie avait toujours compté le plus. Mais il portait aussi autre chose. La reconnaissance qu'elle comprenait enfin. Pourquoi je ne pouvais plus revenir chez moi? Ce que je te demande, dit Rose lentement. C'est la permission d'être fière de toi publiquement. La permission de parler aux gens de ma petite fille, la générale? De la femme qui sert son pays. D'une façon que je ne peux pas comprendre, mais que je sais importante. Je te demande le droit de te revendiquer comme mienne, Arya. Même si nous t'avons abandonné quand c'était important. Cette demande était à la fois touchante et douloureuse. Elle reconnaissait que mes réussites étaient devenues une source de fierté. Pour des gens qui en avaient douté. Quand il aurait fallu croire sans preuve. Mais elle représentait aussi quelque chose que j'avais construit pendant 2 ans. La capacité d'accepter la reconnaissance selon mes propres termes. Au lieu de chercher l'approbation de gens qui conditionnaient leur amour à leur compréhension. Mais tu peux être fière, mamie, ai-je dit, en regardant le fleuve qui emportait l'histoire vers la mer. Mais comprends que la petite fille dont tu es fière n'est plus la même que celle qui allait au dîner du dimanche, en espérant qu'on accepte sa mystérieuse carrière. C'est quelqu'un qui a appris que le respect se gagne par les actions, et non par le lien de parenté. C'est quelqu'un qui construit sa propre famille, avec ceux qui la voient clairement, au lieu de tenter de changer ceux qui préfèrent rester aveugles par confort. La conversation s'est terminée avec de l'amour, mais sans réconciliation. Rose a compris. Comme seules les personnes très âgées et très sages savent parfois le faire. Que certaines transformations sont si profondes qu'un retour en arrière devient impossible. Je n'étais plus l'Arya qui avait besoin de l'approbation de sa famille pour se sentir digne. J'étais devenu quelqu'un qui savait mesurer sa valeur par les missions accomplies, les vies sauvées et les menaces neutralisées. Ce soir-là, j'ai organisé un petit dîner dans mon appartement d'Alexandria. Avec Patricia, Sandra, Maria. Et 3 autres officières. Dont les carrières avaient été influencées. Par la conviction que l'excellence était notre seul chemin vers l'égalité. Nous avons parlé des opérations actuelles. Dans les limites de ce qui était autorisé. Nous avons partagé des histoires de guerre. Qui ne figuraient jamais dans les récits officiels. Et nous avons préparé des stratégies. Pour guider la prochaine génération de femmes. Qui suivrait nos traces. Alors que le soleil se couchait sur le Potomac. Sandra leva son verre pour un toast. Qui résumait tout ce que j'avais appris sur la famille. La loyauté et le choix entre appartenir. Et rester fidèle à soi-même. Pour les familles que nous construisons, dit-elle. Et celles que nous dépassons. Pour les gens qui nous voient vraiment. Et le courage de laisser partir ceux qui préfèrent nous voir flous. Pour le service qui compte plus que le confort. Et pour les femmes qui choisissent la mission plutôt que l'approbation. Nous avons bu à cette vérité. À la compréhension que certaines d'entre nous sont faites pour protéger plutôt que pour appartenir. Pour servir plutôt que pour être servi. Pour porter des secrets qui protègent les autres. Plutôt que de raconter des histoires qui nous rendent populaires. Et en regardant autour de cette table. Ces femmes qui avaient gagné leur place. Par leur compétence et leur courage. J'ai compris que l'échec le plus grave de Derek n'avait pas été d'arrêter sa sœur. En pensant qu'elle se faisait passer pour une officier. Son plus grand échec avait été de ne jamais comprendre que les meilleures familles ne sont pas celles qu'on nous donne à la naissance. Ce sont celles qu'on choisit. Avec des gens qui reconnaissent ta valeur. Avant même que le monde le fasse. Qui restent avec toi quand la mission devient difficile. Et qui n'ont jamais besoin de te menotter. Pour se sentir important. La femme qui autrefois conduisait jusqu'à Willowbrook. En espérant être acceptée. Était devenue quelqu'un qui crée l'acceptation. Qui construit au lieu de supplier. Qui sert à des niveaux. Qui ne nécessite pas d'explication. Pour ceux qui comptent. Cette transformation. Née de la trahison. Et forgée dans le choix. Entre loyauté familiale et service à la nation. M'avait appris la leçon la plus précieuse de ma carrière militaire.
Parfois, la plus grande victoire n'est pas de vaincre ses ennemis, mais de dépasser le besoin d'approbation de ceux qui étaient trop petits pour voir ta valeur dès le début.